Un humble garçon voulait seulement vérifier son solde. Le millionnaire se moqua de lui, mais lorsque les chiffres apparurent à l'écran, les rires se figèrent et le silence révéla une vérité inattendue. Le silence à la Banque nationale de Paris et des régions, BNPR, était ce genre de silence coûteux qui sent l'argent fraîchement imprimé et l'ambition vernie. Les lumières LED rebondissaient sur le marbre du sol, créant des reflets qui semblaient juger ceux qui n'appartenaient pas à ce monde. Julien serra la bretelle de son sac à dos. Ses doigts tremblaient, non de froid, mais de ce mélange explosif entre détermination et peur, que seuls connaissent ceux qui ont dû grandir trop vite. « Je veux juste voir mon solde », murmura-t-il, plus pour lui-même que pour quelqu'un d'autre. Cette phrase resterait gravée dans sa mémoire à jamais, car ce qui était sur le point d'arriver ne changerait pas seulement sa vie, mais celle de toutes les personnes présentes dans cet endroit. La matinée avait commencé comme toutes les autres. Julien s'était réveillé avant l'aube dans la petite pièce qu'il partageait avec sa grand-mère. L'odeur de café allongé et de pain rassis emplissait l'air. Il n'y avait pas de plainte dans ses yeux, seulement une lumière. Cette lumière têtue qu'ont ceux qui refusent de céder, peu importe combien de fois la vie les pousse à terre. « Tu pars déjà, mon enfant. » La voix de sa grand-mère, Geneviève, était fragile, comme du papier de soie sur le point de se déchirer. « Oui, grand-mère, j'ai quelque chose d'important à faire aujourd'hui. Fais attention. Le monde extérieur. Je sais. » Julien embrassa son front ridé. « Je reviens vite. » Il glissa l'enveloppe jaune dans son sac à dos. Cette enveloppe qu'il avait protégée pendant des semaines comme un trésor, car elle l'était. C'était la différence entre l'espoir et le désespoir. Le bus l'emmena au quartier de la Défense, le centre financier de la ville. En regardant par la fenêtre, il se souvint des paroles de M. Antoine Dupont, le vieil homme du marché qui avait tout changé des semaines auparavant. « Julien, tu vends toujours des bonbons ?» Le garçon avait hoché la tête, montrant sa boîte de caramel. « Je vais te dire quelque chose, mon garçon. Il y a une meilleure façon d'aider ta grand-mère, mais il faut être courageux. » Monsieur Antoine lui avait donné un papier avec une adresse et un numéro de compte. C'était à ton grand-père, Gabriel. On ne te l'a jamais dit parce qu'on pensait que tu étais trop jeune, mais je sais que tu as le cœur d'un homme. Julien avait senti le sol bouger sous ses pieds. Mon grand-père, mais il est mort il y a des années, je sais. C'était mon meilleur ami, et avant de partir, il m'a fait promettre quelque chose, que lorsque tu verrais de tes propres yeux à quel point la vie est dure, je te donnerai ceci. Ce moment est arrivé, n'est-ce pas? Les larmes avaient coulé sur les joues de Julien pendant qu'il hochait la tête. Et maintenant, il était là, devant les portes en verre de la Banque nationale de Paris et des régions. Le bâtiment ressemblait à un géant d'acier et de verre conçu pour intimider les petits. Il prit une profonde inspiration et entra. Le garde de sécurité, Jean-Pierre, le regarda de haut en bas. Son regard n'était pas cruel, mais pas aimable non plus. C'était le regard de quelqu'un habitué à classer les gens en 2 secondes. « Tu viens avec un adulte ?» demanda-t-il d'une voix neutre. « Je viens seul. J'ai besoin de voir un compte. » Jean-Pierre haussa un sourcil, mais ne dit rien de plus. D'un geste, il lui indiqua de se diriger vers la file d'attente. La salle était bondée. Des cadres consultaient leur téléphone. Des dames avec des sacs de marque soupiraient d'impatience. Et Julien, avec son sac à dos rapiécé, ressortait comme une tache sur une robe blanche. Les regards le transperçaient, certains avec curiosité, d'autres avec un dédain à peine dissimulé. « Tu n'as pas ta place ici », semblaient crier ses regards. « Va-t'en avant de te ridiculiser ?» Mais Julien serra l'enveloppe jaune contre sa poitrine et resta debout. Alors, la porte principale s'ouvrit avec un bruit d'importance fabriqué. Monsieur Rodrigue de Salins entra, comme si la banque avait été construite spécifiquement pour lui. Sa présence remplissait l'espace d'une manière presque grotesque. 2 assistantes le suivaient, riant de ses commentaires avec ce rire professionnel que l'on apprend dans les écoles de commerce. « Élise !» cria-t-il vers la zone de la direction. « Tu vas encore me faire attendre comme un client ordinaire ?» La directrice Élise sortit de son bureau avec un sourire diplomatique. « Monsieur de Salins, quelle surprise. Nous n'avions pas votre visite d'inscrite. L'argent ne s'inscrit jamais, ma chère. L'argent arrive, c'est tout. » Un autre éclat de rire. Les assistantes le répétèrent comme des échos entraînés. Julien observait tout depuis sa place dans la file. Il y avait quelque chose dans la façon de se déplacer de cet homme qui lui retournait l'estomac. C'était l'arrogance faite personne, la certitude que le monde lui devait des révérences. Monsieur de Salins s'approcha du guichet principal, ignorant royalement la file. Personne ne protesta, personne n'osa, et alors ses yeux tombèrent sur Julien. « Qu'avons-nous là ?» dit-il à voix haute, le désignant d'un geste théâtral. « La banque accepte maintenant les visites scolaires ?» Quelques rires nerveux éclatèrent parmi les présents.
Julien sentit la chaleur lui monter au visage, mais garda le regard ferme. « Je fais une démarche, monsieur. » « Une démarche ?» Monsieur de Salins s'approcha. Son sourire était celui d'un chat jouant avec une souris. « Et quel genre de démarche quelqu'un comme toi peut-il avoir dans une banque comme celle-ci ?» Le venin dans le mot fois « toi » était impossible à ignorer. Élise intervint d'une voix professionnelle mais tendue. « Monsieur de Salins, tous les clients méritent. » « Client. » Il l'interrompit par un autre éclat de rire. « Écoute, mon garçon, ce n'est pas une tirelire. Ici on déplace des millions, pas des centimes de bonbons. » Le coup verbal résonna dans le silence soudain de la banque. Julien sentit que quelque chose se brisait dans sa poitrine, mais ce n'était pas des larmes qui menaçaient de sortir. C'était quelque chose de plus fort. C'était la dignité. « Je veux juste voir mon solde, » dit-il d'une voix claire en sortant l'enveloppe jaune. « J'ai tous les documents. » Monsieur de Salins prit l'enveloppe avec 2 doigts, comme si c'était une ordure, et l'ouvrit avec un dédain étudié. Il lut la première ligne, puis la seconde. Son sourire s'élargit, devint plus cruel. Compte numéro 4582 1967 3301, lut-il à voix haute. « Sais-tu quel type de compte ont ces anciens numéros ?» Julien ne répondit pas. Son cœur battait si fort qu'il pensa que tout le monde pouvait l'entendre. Des comptes abandonnés, fermés, oubliés. Monsieur de Salins lui rendit l'enveloppe d'un geste méprisant. « Sûrement quelqu'un s'est moqué de toi. Ou pire, on t'arnaque. Rentre chez toi, mon garçon. Ce n'est pas un endroit pour les illusions. » Les assistantes se remirent à rire. Élise regarda ailleurs, mal à l'aise, mais sans intervenir. Jean-Pierre, le garde, fit un pas en avant. Son expression avait changé. Il y avait quelque chose dans ses yeux. Pitié, respect. C'était difficile à dire, mais Julien ne bougea pas. « Je veux vérifier », insista sa voix maintenant plus forte. « J'ai le droit de savoir. »« Droit », Monsieur de Salins se tourna vers Élise. « Vas-tu continuer à permettre ce cirque ?» Élise soupira. Elle regarda Julien. Puis elle regarda les papiers qu'il tenait de main tremblante mais ferme. Et quelque chose dans son expression professionnelle se brisa légèrement. « Il est dans son droit de vérifier n'importe quel compte avec la documentation appropriée, dit-elle finalement. « Oh, s'il vous plaît. » Monsieur de Salins croisa les bras. « Bien, je veux voir ça. Je veux voir la tête de ce gamin quand il découvrira qu'il n'y a que des zéros, ou pire, que le compte n'existe même pas. » Il s'appuya contre le guichet, avec l'attitude de celui qui est sur le point de jouir d'un spectacle. « Vas-y, mon garçon, montre-nous ta fortune. » Élise tendit la main. Julien lui remit tous les documents avec un soin presque religieux. L'acte de naissance, la carte d'identité de son grand-père décédé, le certificat de décès, les papiers de succession que M. Antoine l'avait aidé à gérer en silence pendant des semaines. La directrice les examina un par un. Son expression devint plus sérieuse à chaque page. « Qui t'a aidé avec ces documents ?» demanda-t-elle non avec dureté, mais avec une curiosité sincère. « Un ami de mon grand-père. Il a dit que c'était important de bien faire les choses. » Élise hocha lentement la tête, puis se tourna vers son ordinateur. Le silence dans la banque devint épais, lourd. Même M. de Salins avait cessé de sourire. Il regardait l'écran de l'ordinateur avec l'expression de quelqu'un qui anticipe une victoire facile. Les doigts d'Élise volaient sur le clavier. Clic, clic, clic. Numéro de compte 4582. 1966-3, murmura-t-elle. Nécessite une vérification de niveau 4. Un instant. Elle se leva et disparut dans son bureau. Les secondes s'étirèrent comme du vieux chewing-gum. Julien pouvait sentir tous les regards sur lui. Certains avec curiosité, d'autres avec une pitié anticipée. Monsieur de Salins tambourinait des doigts sur le comptoir de marbre. Chaque coup un rappel de son impatience et de son arrogance. Quand Élise revint, son visage était illisible. « Le compte existe », dit-elle simplement. Monsieur de Salins laissa échapper un rire court. « Bien sûr qu'il existe, avec 3 € et un bouton cassé, sûrement. » Élise s'éclaircit la gorge. « Pour accéder au solde complet, j'ai besoin d'une autorisation supplémentaire. Ce type de compte a des protocoles spéciaux. » Des protocoles. Monsieur de Salins éclata de rire. « Pour le compte d'un enfant. Élise, tu perds ton toucher professionnel. » Elle l'ignora. Elle passa un appel depuis le téléphone du guichet, parla à voix basse, hocha la tête plusieurs fois, raccrocha. Le directeur donnera l'autorisation dans 2 minutes. Ces 2 minutes furent les plus longues de la vie de Julien. Il pouvait sentir la sueur dans ses paumes, le poids de son sac à dos, le souvenir de sa grand-mère préparant du café allongé ce matin-là, le visage de M. Antoine lui disant « Sois courageux ». Un son sur l'ordinateur. Élise regarda l'écran, ses yeux s'écarquillèrent.
Juste une seconde, mais ce fut suffisant. Et alors? Monsieur de Salin se pencha sur le guichet. Éclaire-nous. Combien le gamin a-t-il? 10 €. 20? Élise tourna l'écran et le monde s'arrêta. Les chiffres brillaient sur l'écran comme des étoiles impossibles. Chiffre après chiffre après chiffre. Une quantité qui n'avait pas de sens, qui défiait toute logique. L'éclat de rire de Monsieur de Salin mourut dans sa gorge comme un oiseau contre une vitre. Les assistantes cessèrent de sourire. Jean-Pierre, le garde, fit un pas involontaire en avant. Et Julien, les yeux pleins de larmes, qui n'étaient pas de tristesse, mais de quelque chose de beaucoup plus complexe, murmura. « C'est mon solde. » Élise hocha lentement la tête. « Oui, et il y a plus, beaucoup plus. » Monsieur de Salins avait pâli. Sa bouche s'ouvrait et se fermait sans émettre de son, car sur cet écran, il n'y avait pas de centime de bonbons. Il y avait l'héritage d'un homme qui avait travaillé en silence toute sa vie, qui avait investi avec sagesse, qui était mort sans se vanter, et qui avait laissé tout, absolument tout, au petit-fils qu'il avait à peine connu, mais en qui il avait confiance aveuglément. Les larmes de Julien roulèrent finalement, non pour l'argent, mais parce qu'à ce moment-là, il comprit que son grand-père, qu'il n'avait jamais vraiment connu, l'avait aimé plus qu'il ne l'aurait jamais imaginé. Et que les rires des arrogants se figent toujours, devant la vérité. L'air à la Banque nationale de Paris et des régions était devenu irrespirable, non par manque d'oxygène, mais par le poids de ce qui venait d'être révélé. Les chiffres à l'écran continuaient de briller, indifférents au chaos émotionnel qu'ils avaient déclenché. Julien ne pouvait pas détacher son regard de ces chiffres. 8 chiffres, 8 numéros qui représentaient plus d'argent qu'il n'avait jamais imaginé qu'il existât dans le monde réel. Son monde avait été fait de pièces comptées, de centimes économisés, de nuits à calculer s'il y aurait assez pour le pain du lendemain. Ça doit être une erreur. La voix de Monsieur de Salins brisa le silence comme du verre s'écrasant sur le sol. Élise secoua la tête. Son professionnalisme était intact, mais son regard avait changé en observant Julien. Ce n'était plus le regard distant d'une directrice. C'était le regard de quelqu'un qui venait d'assister à quelque chose d'extraordinaire. Il n'y a pas d'erreur, Monsieur de Salin. Le compte est vérifié. Les documents sont légitimes. Le garçon est le bénéficiaire légal de tous les actifs de son grand-père. Actif, Julien cligna des yeux. Qu'y a-t-il d'autre en plus de l'argent? Élise hésita, regarda l'écran, puis regarda le garçon. Des propriétés, des investissements, des actions. Votre grand-père était un homme très prudent avec son argent. Les jambes de Julien tremblèrent. Il dut s'appuyer contre le guichet. Monsieur de Salin avait retrouvé un peu de son calme, mais son visage était tendu. Ses yeux se déplaçaient rapidement, comme ceux d'un animal cherchant une issue. « C'est ridicule », dit-il, sa voix maintenant contrôlée mais tranchante. « Un enfant ne peut pas gérer ce type de compte. C'est légalement impossible. » Élise ouvrit la bouche pour répondre, mais une nouvelle voix l'interrompit. Techniquement, il a raison. Tout le monde se tourna. Un homme plus âgé était sorti d'un des bureaux privés. Il était vêtu de la sobriété de celui qui n'a pas besoin de démontrer son autorité. Sa plaque l'identifiait comme le directeur de l'agence. Monsieur Arthur Lambert s'approcha à pas mesurés, ses yeux évaluant la situation avec la précision de celui qui a tout vu en des décennies de banque. Un mineur ne peut pas accéder directement à des fonds de cette magnitude sans un tuteur légal autorisé, expliqua-t-il en s'adressant à Julien avec une douceur qui contrastait brutalement avec le traitement de Monsieur de Salin. Le cœur de Julien se serra. Mais Monsieur Antoine a dit que... Qui est Monsieur Antoine? Demanda Monsieur Arthur. Un ami de mon grand-père. Il m'a aidé avec les papiers. Il a dit que quand j'aurai tout, je pourrais. Pourrais exactement. La voix de Monsieur de Salins avait un tranchant de triomphe à peine contenu. Mon garçon, on t'a trompé. Quelqu'un t'a utilisé pour arriver à cet argent. Et maintenant qu'il est exposé, ce fameux ami disparaîtra probablement avec tout. Les mots frappèrent Julien comme des poings. Non, Monsieur Antoine n'était pas comme ça. Il ne pouvait pas faire ça. Ou si. Nous devons contacter ton tuteur légal immédiatement, dit Monsieur Arthur avec fermeté, mais non sans gentillesse. Avec qui vis-tu? Avec ma grand-mère. Elle sait que tu es ici? Julien baissa les yeux. Le silence fut une réponse suffisante. Monsieur de Salins s'approcha de Monsieur Arthur avec la familiarité de celui qui partage les mêmes cercles sociaux. Arthur, tu connais la loi. Cet argent doit être gelé jusqu'à ce qu'il y ait une enquête complète. Pour le bien du garçon, bien sûr. Il y avait quelque chose dans son ton. Quelque chose qui fit que Jean-Pierre, le garde, fronça les sourcils depuis sa position. Monsieur Arthur hocha lentement la tête. Le protocole exige que le compte soit temporairement bloqué
jusqu'à vérification de tous les aspects légaux. C'est pour la protection du bénéficiaire. Non, la voix de Julien sortit plus forte qu'il ne l'avait voulu. Ma grand-mère est malade. Elle a besoin de médicaments. Nous avons besoin de cet argent. Et tu l'auras, dit M. Arthur. Mais il faut que ce soit fait correctement, tu comprends? Si nous faisons cela mal, tu pourrais tout perdre. Les larmes menaçaient à nouveau, mais Julien les retint. Il avait appris depuis petit que pleurer ne résolvait pas les problèmes. Agir, oui. Combien de temps? Demanda-t-il. Sa voix était à peine un murmure. Avec toute la documentation en ordre, quelques jours peut être une semaine. Une semaine. La panique lui serra la gorge. Je n'ai pas une semaine, ma grand-mère. Ta grand-mère ira bien, interrompit M. de Salin avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Je suis sûr que M. Antoine s'occupe très bien d'elle en ce moment. Il y avait quelque chose dans ces mots, une insinuation sombre, qui fit que l'estomac de Julien se tordit. Que voulez-vous dire? Rien, mon garçon. Juste que c'est curieux comme tu apparais ici seul, avec des documents qui sont mystérieusement en ordre et que personne d'autre n'est au courant. Cela ne te paraît pas opportun? Élise intervint, sa voix tendue. Monsieur de Salin, êtes-vous en train d'insinuer? Je n'insinue rien. Il leva les mains dans un geste d'innocence étudiée. J'observe seulement, et je recommanderai à monsieur Arthur de signaler ceci aux autorités compétentes pour protéger l'enfant. Bien sûr. Julien sentit que les murs se refermaient autour de lui. Autorité, enquête. Il avait seulement voulu aider sa grand-mère. Il avait seulement voulu faire ce qui était juste. J'ai une meilleure idée. La voix de Jean-Pierre, le garde de sécurité, surprit tout le monde. Monsieur de Salin le foudroya du regard. Personne n'a demandé ton opinion. Je la donne quand même. Jean-Pierre s'approcha du groupe avec une assurance tranquille. Je connais monsieur Antoine. Le silence fut absolu. Pardon? Élise cligna des yeux. Antoine Dupont. Il a travaillé dans cette banque pendant 30 ans. Il est à la retraite depuis longtemps. C'est l'homme le plus honnête que j'ai jamais connu. Jean-Pierre regarda directement Julien. S'il t'a aidé avec ses papiers, tu peux être sûr que tout est en ordre. Coïncidence, renifla monsieur de Salin. Un employé défendant un autre employé. Ex-employé, corrigea Jean-Pierre. Et ce n'est pas une coïncidence, c'est une réputation. Quelque chose que l'argent ne peut pas acheter, monsieur de Salin. Le coup verbal fut subtil, mais efficace. Monsieur de Salin serra la mâchoire. Monsieur Arthur observait l'échange avec une expression pensive. Puis il se tourna vers Julien. Où puis-je contacter monsieur Antoine? Julien sortit un papier froissé de sa poche avec un numéro écrit à la main. Il m'a dit que s'il y avait un problème, j'appelle ce numéro. Monsieur Arthur prit le papier et disparut dans son bureau. Les minutes qui suivirent furent agonisantes. Julien pouvait sentir le regard de monsieur de Salin lui percer la nuque. Les assistantes qui l'accompagnaient chuchotaient entre elles. Quand monsieur Arthur revint, son expression avait complètement changé. J'ai parlé avec monsieur Antoine. Il est en route. Il apporte des documents supplémentaires et une lettre notariée de ta grand-mère, t'autorisant comme représentant temporaire pour des affaires médicales urgentes. Julien sentit qu'il pouvait respirer à nouveau. Il a aussi confirmé quelque chose d'autre. Continua monsieur Arthur, en regardant maintenant monsieur de Salin, que le grand-père de Julien était associé fondateur de plusieurs entreprises, y compris certaines dans lesquelles vous, monsieur de Salin, avez des intérêts actuels. La couleur quitta le visage de monsieur de Salin. C'est impossible. Impossible. Monsieur Arthur sortit des papiers qu'il venait d'imprimer. Selon ses registres, le grand-père de Julien, monsieur Gabriel Manceau, était investisseur silencieux dans au moins 3 consortiums importants. Quand il est mort, ses actions sont passées en fiducie pour son petit-fils. Julien écoutait comme s'il parlait d'une autre personne. Son grand-père, un investisseur, il avait toujours cru qu'il n'était qu'un humble travailleur. Monsieur Gabriel Manceau était mon grand-père, murmura-t-il. Il est mort quand j'étais très petit. Je m'en souviens à peine. C'était un homme sage, dit monsieur Arthur avec un respect sincère. Il ne s'est jamais vanté de sa richesse. Il a vécu avec modestie. Il a travaillé jusqu'au dernier jour et a gardé tout cela pour toi. Mais pourquoi personne ne m'a rien dit? Ta grand-mère ne le savait pas. Monsieur Gabriel gérait tout avec monsieur Antoine comme seul confident. Dans son testament, il a spécifié qu'il ne voulait pas que son petit-fils grandisse en sachant qu'il était riche. Il voulait que tu apprennes la valeur du travail, la valeur de l'effort. Les larmes roulèrent maintenant sur les joues de Julien. Il pensa à toutes les matinées à vendre des bonbons, à toutes les nuits à aider sa grand-mère, à chaque pièce comptée. Son grand-père l'avait su, il avait tout planifié. Alors, c'est réel, murmura-t-il. Tout est réel. C'est très réel, confirma monsieur Arthur. Et maintenant, nous devons te protéger.
Monsieur de Salins avait reculé de plusieurs pas. Son arrogance s'était évaporée, remplacée par quelque chose de plus dangereux, le calcul froid. « Si vous me permettez, j'ai des affaires à régler », dit-il brusquement en se dirigeant vers la sortie. « Monsieur de Salins », la voix de Monsieur Arthur l'arrêta. « Une chose de plus, ces entreprises où vous avez des intérêts et où le grand-père de Julien était associé. Julien est maintenant actionnaire majoritaire dans 2 d'entre elles. » Monsieur de Salins se figea net. « Cela signifie, continua Monsieur Arthur, que cet enfant que vous avez tant méprisé il y a quelques minutes est techniquement votre patron dans 2 de vos projets les plus importants. » Le silence qui suivit fut si dense qu'on aurait pu le couper avec un couteau. Monsieur de Salins se tourna lentement. Son regard vers Julien était maintenant un venin pur, à peine contenu. « Cela ne se termine pas ici, dit-il à voix basse. » Mais chaque mot dégoulinait de menaces, et il partit. Les assistantes le suivirent maladroitement, leurs talons cliquetant sur le marbre comme des battements de cœur accélérés. Quand la porte se ferma, Julien se laissa tomber sur une des chaises d'attente. Tout son corps tremblait. Élise s'approcha avec un verre d'eau. « Tu vas bien ?»« Je ne sais pas, » admit-il. « Rien de tout cela ne semble réel. »« Ça l'est, » dit Jean-Pierre, qui était resté près de lui tout le temps. « Et tu viens de te faire un ennemi dangereux. »« Ennemi. » Julien le regarda avec des yeux effrayés. « Je suis juste venu voir mon solde. Je sais, mon garçon. Mais maintenant, Monsieur de Salins sait que ses affaires dépendent partiellement de toi, et les hommes comme lui n'oublient pas l'humiliation. » Monsieur Arthur s'approcha. Son expression était sérieuse mais pas cruelle. « Jean-Pierre a raison. Monsieur de Salins est puissant et n'aime pas perdre le contrôle. Mais tu n'es pas seul. Monsieur Antoine arrive, et tant que tu es sous ce toit, tu es protégé. Et quand je sors ?» demanda Julien d'une petite voix. Personne ne répondit. Et dans ce silence, Julien comprit une vérité terrible. L'argent n'ouvre pas seulement des portes, il peint aussi des cibles sur le dos. La porte de la banque s'ouvrit de nouveau. Un vieil homme aux pas fermes et aux yeux bienveillants entra précipitamment. « Julien, Monsieur Antoine !» Le garçon courut vers lui, et le vieil homme l'étreignit comme un grand-père étreindrait son petit-fils. « Tu l'as fait, mon garçon. Tu l'as fait. J'ai peur, Monsieur Antoine. Je sais, mais souviens-toi de ce que je t'ai dit. Le courage, ce n'est pas de ne pas avoir peur, c'est de faire ce qui est juste malgré la peur. » Alors qu'il s'étreignait, aucun ne remarqua la silhouette sombre qui observait depuis une voiture garée de l'autre côté de la rue. Monsieur Rodrigue de Salins n'était pas homme à accepter les défaites. Et tandis qu'il regardait le garçon qui venait de lui arracher le contrôle de ses entreprises, un sourire froid se dessina sur son visage. Cela ne faisait que commencer, et il jouait toujours pour gagner, quel qu'en soit le prix. La porte de la petite maison grinça comme toujours. Ce bruit familier que Julien avait entendu 1000 fois, mais qui sonnait maintenant différemment. Tout sonnait différemment. Le monde entier avait changé en quelques heures, et pourtant, cette porte restait la même. « Grand-mère, je suis arrivé. » Sa voix trembla plus qu'il ne l'avait voulu. Monsieur Antoine entra derrière lui, sa présence ferme mais respectueuse. Il connaissait ce foyer. Il était déjà venu là, les semaines précédentes, parlant avec la grand-mère pendant que Julien vendait des bonbons dans les rues, préparant le terrain, les protégeant tous les deux. La vieille femme sortit de la cuisine en s'essuyant les mains sur un torchon usé. Ses yeux, troublés par des cataractes, qui ne pouvaient être opérés par manque d'argent, se plissèrent en voyant la figure du visiteur. Antoine, sa voix était à peine un murmure. « Est-ce qu'il s'est passé quelque chose de mal ?» Monsieur Antoine secoua la tête, un sourire triste courbant ses lèvres. « Non, Geneviève, il s'est passé quelque chose de miraculeux. » Julien regarda sa grand-mère avec des yeux neufs. « Geneviève. » Il ne pensait jamais à elle par son prénom. Elle avait toujours été juste grand-mère, la femme qu'il avait élevée quand son père était mort dans un accident de travail, et sa mère avait disparu de douleur. La femme qui avait choisi la pauvreté digne plutôt que de demander de l'aide à qui que ce soit. Grand-mère. Julien s'approcha, prenant ses mains ridées. « J'ai besoin de te raconter quelque chose. » Geneviève se laissa guider jusqu'à la chaise de la cuisine. Monsieur Antoine resta debout, témoin silencieux de ce qui était sur le point de se produire. « Tu te souviens de papa ?» commença Julien, sa voix se brisant. « Tous les jours, mon enfant, tous les jours. Et tu te souviens de son père ? De mon grand-père Gabriel ?» Le visage de Geneviève se tendit. Une ombre de douleur ancienne traversa ses traits. Gabriel Manceau était un homme bon, travailleur, honnête. Il est mort trop jeune comme ton père. Elle fit une pause. « Pourquoi tu demandes ?» Julien sortit les documents de la banque de son sac à dos. Ses mains tremblaient tellement que les papiers produisaient un murmure nerveux. « Monsieur Antoine m'a donné quelque chose il y a quelques semaines, une adresse, un numéro de compte. Il a dit que c'était de grand-père Gabriel.
Geneviève regarda Antoine avec une expression confuse. « Antoine, de quoi parle-t-il ? Gabriel m'a fait promettre quelque chose avant de mourir. » Geneviève. Le vieil homme s'assit en face d'elle. « Il m'a fait promettre que lorsque Julien serait suffisamment fort, quand il aurait prouvé son caractère, je lui donnerais accès à son héritage. » Héritage. Geneviève laissa échapper un rire amer. Gabriel était comme nous, pauvre. Il travaillait du matin au soir à peine pour manger. C'est ce que tu croyais. C'est ce que tout le monde croyait. Antoine sortit une enveloppe jaunie. Mais Gabriel avait un secret. Il y a longtemps, quand tu ne connaissais même pas son fils, Gabriel travaillait dans la construction, commença Antoine. Il était jeune, fort, intelligent, mais surtout observateur. Geneviève écoutait immobile, ses yeux troublés fixés sur un point du passé. Un jour, alors qu'il construisait un bâtiment, il entendit les investisseurs parler. Ils disaient qu'ils allaient abandonner le projet parce qu'ils n'avaient pas assez de capital. Gabriel avait économisé chaque centime pendant des années. Pas grand-chose, mais quelque chose. Il s'approcha d'eux et offrit son argent. Ils se moquèrent de lui, continua-t-il. Un ouvrier qui offrait d'investir, mais Gabriel ne renonça pas. Il leur montra des chiffres, des calculs qu'il avait faits pendant des nuits sans sommeil. Il leur démontra que le projet était viable et quelque chose dans sa détermination les convainquit. Julien écoutait le cœur battant. C'était son grand-père, un homme qu'il n'avait jamais connu, mais dont le sang coulait dans ses veines. L'immeuble fut un succès. Gabriel reçut sa part, et au lieu de la dépenser, il investit de nouveau. Et encore, et encore. Antoine sourit. Mais il n'a jamais changé sa façon de vivre. Il continuait à travailler de ses mains. Il continuait à porter les mêmes vêtements. Il disait que l'argent était une responsabilité, pas un motif de fierté. Pourquoi ne nous a-t-il jamais rien dit ? La voix de Geneviève trembla. Quand mon fils est mort, quand nous sommes restés seuls. Pourquoi pas ? Parce qu'à ce moment-là, Gabriel était mort aussi. Interrompit Antoine doucement. Il est mort 6 mois avant l'accident de ton fils. Il a tout laissé en fiducie pour Julien avec des instructions très spécifiques. J'étais l'exécuteur testamentaire et je devais attendre. Attendre quoi ? Geneviève s'essuya les larmes qui commençaient à couler. Que Julien démontre qu'il était comme son grand-père. Travailleur, humble, non corrompu par la facilité. Antoine regarda le garçon avec fierté. Gabriel ne voulait pas élever un enfant riche. Il voulait que son petit-fils connaisse la valeur de l'effort, qu'il comprenne que l'argent est un outil, pas une fin en soi. Julien sentit que quelque chose se brisait dans sa poitrine. Ce n'était pas de la douleur, c'était de la compréhension. Son grand-père l'avait aimé de la manière la plus difficile, le laissant se battre. « Je suis allé à la banque aujourd'hui, dit-il finalement, et j'ai découvert que grand-père nous a laissés. » Il ne put terminer. Les mots restèrent coincés dans sa gorge. Antoine posa les documents de la banque sur la table. 400 000 € en espèces, 3 propriétés, des actions dans 5 entreprises et quelque chose d'autre que Julien ne sait pas encore. Le silence qui suivit fut si profond qu'on pouvait entendre l'horloge murale compter les secondes comme des battements de cœur. C'est impossible. Geneviève toucha les papiers de doigts tremblants, comme s'ils allaient se désintégrer. C'est réel, grand-mère. Julien prit sa main. Et il y a plus. Grand-père était associé majoritaire dans des entreprises où travaillent des gens importants, des gens puissants. Des gens puissants ? Geneviève le regarda avec une peur soudaine. Quel genre de gens ? Ce fut Antoine qui répondit, sa voix grave. Du genre qui n'aime pas qu'un humble garçon ait soudainement plus de pouvoir qu'eux. L'ombre du danger. À la banque, j'ai rencontré un homme, continua Julien. Monsieur Rodrigue de Salins. Le nom tomba comme une pierre dans l'eau calme. Geneviève inspira brusquement. Rodrigue de Salins, l'homme d'affaires, tu le connais ? Ce n'était pas une question. Tout le monde le connaît, mon enfant. Il passe aux nouvelles. Il fait des dons à des œuvres de charité. Il sourit aux caméras. Elle fit une pause. Mais les gens comme nous connaissent une autre histoire. Il y a des familles qui ont perdu leurs entreprises quand elles ont refusé de lui vendre. Des travailleurs qui ont été réduits au silence quand ils ont dénoncé des irrégularités. Il s'est moqué de moi, grand-mère. Il m'a humilié devant tout le monde. Il a dit que je n'avais pas ma place là-bas. Les mains de Geneviève serrèrent celles de son petit-fils avec une force qu'elle ne savait pas qu'elle avait encore. Et puis il a découvert que tu es propriétaire d'actions dans ces entreprises, compléta Antoine. Geneviève pâlit. Mon Dieu, Julien, c'est dangereux. Je sais. Le garde de la banque m'a prévenu. Monsieur de Salins n'est pas de ceux qui oublient. La vieille femme se leva, chancelante. Elle marcha jusqu'à la fenêtre de la cuisine et regarda la rue avec des yeux qui ne voyaient pas bien, mais qui avaient appris à détecter les dangers. « Il faut partir, dit-elle finalement. Prendre cet argent et disparaître. » Non,
La voix de Julien fut ferme. Les deux vieillards le regardèrent surpris. « Non, » répéta Geneviève. « Mon enfant, ces gens profitent de la peur des autres. » Julien se leva. Grand-père Gabriel n'a pas fui quand on s'est moqué de lui. Il ne s'est pas caché quand il a eu du succès. Il a vécu avec humilité, mais aussi avec dignité. Antoine sourit. C'était le sourire de celui qui voit un enfant se transformer en homme en quelques minutes. Tu parles exactement comme lui. J'ai peur, admit Julien, sa voix se brisant. Mais grand-père a laissé ça pour que je puisse avoir une vie meilleure, pour que grand-mère puisse se faire opérer des yeux, pour que nous puissions aider d'autres personnes comme nous. Y a-t-il autre chose que je dois savoir? Antoine ouvrit une autre enveloppe, celle-ci plus vieille, scellée à la cire. Gabriel m'a donné ça avec l'instruction de l'ouvrir seulement quand Julien déciderait quoi faire de l'héritage, fuir ou se battre. Il ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur, il y avait une lettre écrite à la main, avec une écriture tremblante mais claire. « C'est de grand-père », murmura Julien. Antoine commença à lire. « Mon cher Julien, si tu lis ceci, cela signifie que tu as découvert mon secret et que tu as choisi de l'affronter au lieu de fuir. Cela me dit que tu es l'homme que j'espérais que tu serais. L'argent que je te laisse n'est pas pour que tu vives sans travailler, c'est pour que tu aies la liberté de choisir comment travailler. C'est pour que personne ne puisse t'humilier parce que tu es pauvre. C'est pour que tu puisses aider d'autres personnes comme j'aurais aimé aider. Mais je n'ai pas toujours pu. Mais plus que l'argent, je te laisse quelque chose de plus précieux. Je te laisse la vérité. Ces entreprises où tu es actionnaire, je les ai construites de mes propres mains, littéralement. J'ai posé les briques, j'ai mélangé le ciment, et quand je suis devenu associé, je n'ai jamais oublié d'où je venais. C'est pourquoi j'ai inclus une clause dans tous les contrats, que 30% des bénéfices devaient aller à un fonds pour les travailleurs, les retraites, la santé, l'éducation pour leurs enfants. Beaucoup d'associés détestaient cette clause, mais elle était non négociable. Sans elle, je vendais mes actions. Je t'avertis, Julien, il y aura ceux qui voudront que tu vendes ces actions. Ils t'offriront des fortunes, ils te menaceront, ils te feront te sentir petit. Ne cède pas, parce que si tu vends, ces travailleurs perdront leur protection, et les hommes puissants recommenceront à faire ce qu'ils ont toujours fait. S'enrichir au détriment des faibles. Sois fort, sois sage, et souviens-toi toujours, la vraie valeur d'un homme n'est pas dans son compte bancaire, mais dans combien de vies il améliore par son existence. Ton grand-père qui t'aime d'où qu'il soit, Gabriel Manceau. Le silence qui suivit fut interrompu seulement par le son des sanglots de Geneviève. Julien avait des larmes coulant sur ses joues, mais ses yeux brûlaient de détermination. « Je comprends maintenant pourquoi Monsieur de Salins me déteste, dit-il. Ce n'est pas seulement parce que je l'ai humilié, c'est parce que je suis un obstacle à ses plans. » Exactement, confirma Antoine. S'il te convainc de vendre tes actions, il peut éliminer la clause de protection sociale des travailleurs. Il peut licencier des travailleurs, réduire des salaires, maximiser les bénéfices. Combien de travailleurs dépendent de cette clause? Antoine consulta d'autres documents. Entre toutes les entreprises, près de 2000 familles. 2000. Le nombre tomba sur Julien comme un poids physique. Ce n'était pas seulement sa vie qui était en jeu. C'était 2000 familles, des pères, des mères, des enfants comme lui. « Je ne vais pas vendre », déclara Julien. Geneviève s'approcha. « Cela signifie la guerre, une guerre contre des gens très puissants. »« Je sais, grand-mère. » Il l'étreignit. « Mais grand-père m'a choisi pour ça et je ne vais pas le décevoir. » Comme si l'univers avait écouté, le téléphone d'Antoine sonna. C'était Monsieur Arthur, de la banque. « Antoine, j'ai besoin de parler à Julien d'urgence. » Le haut-parleur permit à tout le monde d'entendre. « Je suis là, Monsieur Arthur. Julien, j'ai reçu un appel des avocats de Monsieur Rodrigue de Salins. Ils offrent d'acheter toutes tes actions pour... Attends de voir ça. 15 millions d'euros. Geneviève à l'État. C'était presque le double de ce qu'ils avaient déjà. C'est beaucoup d'argent, murmura-t-elle. C'est un piège, dit Julien immédiatement. Comment le sais-tu? Demanda Monsieur Arthur, impressionné. Parce que si les actions ne valaient que 15 millions, il ne serait pas aussi désespéré de les acheter. Elles valent plus, beaucoup plus, pas pour l'argent, mais pour le pouvoir. Il y eut un silence admiratif de l'autre côté. Tu es plus intelligent que beaucoup d'hommes d'affaires que je connais, mon garçon. Que leur dis-je? Julien regarda sa grand-mère, puis Antoine, puis la lettre de son grand-père. Dites-leur que les actions ne sont pas à vendre. Aujourd'hui non, demain non, jamais. On pouvait entendre le sourire de Monsieur Arthur. Je leur transmettrai le message avec plaisir. Quand il raccrocha, Antoine posa une main sur l'épaule de Julien. Tu viens de déclarer une guerre, mon garçon. Je sais, Monsieur de Salins ne s'arrêtera pas.
Il tentera tout. Intimidation, pots de vin, peut être pire. Je sais, répéta Julien, mais sa voix ne trembla pas. Geneviève étreignit son petit-fils, ses larmes mouillant ses cheveux. Ton grand-père serait fier, tellement fier. J'espère être digne de lui, grand-mère. Cette nuit-là, alors que Julien essayait de dormir dans son petit lit, il entendit des voix dans la cuisine. Sa grand-mère et monsieur Antoine parlaient à voix basse. Je ne peux pas le protéger de tout, Geneviève. Je sais, mais tu es tout ce que nous avons. J'ai contacté quelques personnes, des amis de Gabriel, des gens qui lui doivent des faveurs. Mais monsieur de Salins a des ressources que nous n'avons pas. Je sais. Un silence. Avons-nous bien fait de tout lui dire? Demanda Geneviève. C'est juste un enfant. C'est le petit-fils de Gabriel Manceau. Et aujourd'hui, il a prouvé qu'il a le même cœur. Julien ferma les yeux, mais le sommeil ne venait pas. Dans son esprit, il voyait le visage de monsieur de Salins, le sourire cruel, les yeux calculateurs. 2000 familles. Ces mots résonnaient dans sa tête comme un tambour. Et tandis que la lune éclairait sa petite chambre, Julien fit une promesse silencieuse. Peu importe ce qui arriverait, peu importe à quel point il aurait peur, il ne laisserait pas ses familles sans protection. Son grand-père avait eu confiance en lui et il n'allait pas le décevoir. Mais quelque part dans la ville, dans un bureau avec vue panoramique, monsieur Rodrigue de Salins écrasait une cigarette contre un cendrier en cristal. « Il a rejeté l'offre » demanda-t-il à son assistant. « Oui, monsieur. » Un sourire froid. « Parfait. Maintenant, je peux jouer sans gants. » Il passa un appel. Quand on lui répondit, il dit seulement « Activez le plan B. Je veux tout savoir sur ce gamin. Tout. Et trouver un moyen de le mettre sous pression. » Il raccrocha. La guerre avait commencé et Julien ne savait même pas à quel point elle pourrait être brutale. La matinée arriva avec un coup à la porte qui fit bondir Julien du lit. Ce n'était pas un coup amical, c'était autoritaire, insistant, le genre de coup qui annonce des problèmes. Geneviève était déjà réveillée, son visage pâle alors qu'elle regardait par la fenêtre. « Il y a une voiture dehors », murmura-t-elle. « Grosse, chère. » Julien sentit son estomac se tordre. Il avait passé la nuit presque sans dormir, chaque bruit dans la rue le faisant sursauter. Et maintenant, à peine l'aube levée, ils étaient déjà là. Qui qu'ils fussent. Le coup se répéta. Plus fort. « J'ouvre » demanda Julien, sa voix plus ferme qu'il ne se sentait. « Attends. » Geneviève sortit son vieux téléphone et composa le numéro d'Antoine. Qu'il vienne d'abord. Mais avant qu'elle ne puisse terminer l'appel, une voix traversa la porte. « Madame Geneviève Manceau, nous ne venons pas pour faire du mal. Nous venons pour offrir de l'aide. » Le mot « aide » sonnait étrangement menaçant venant d'un inconnu de l'autre côté d'une porte fermée. Julien s'approcha avec précaution. « Qui êtes-vous » ? « Mon nom est Dr Ferdinand Chevalier. Je suis chirurgien ophtalmologique à l'hôpital Saint-Raphaël. On m'envoie pour parler avec votre grand-mère d'un traitement pour ses yeux. » Geneviève et Julien échangèrent des regards. Personne, absolument personne, ne savait pour les problèmes de vision de la grand-mère, sauf eux, et monsieur Antoine. « Qui vous a envoyé » demanda Julien sans ouvrir. Une pause trop longue. « Un bienfaiteur qui préfère rester anonyme, mais je vous assure que mes intentions sont médicales et professionnelles. Nous n'ouvrons pas aux étrangers, » dit Geneviève d'une voix tremblante mais ferme. « Je comprends parfaitement. » La voix du docteur sonnait sincèrement aimable. « C'est pourquoi j'ai laissé ma carte sous la porte. Vous pouvez vérifier mes accréditations. Appelez l'hôpital. Mais je vous demande d'au moins considérer l'offre. Chirurgie complète des cataractes sans aucun coût. Dans le meilleur hôpital privé de la ville. » Une carte glissa sous la porte. Julien la ramassa. C'était réel. Papier épais, lettres en relief. Docteur Ferdinand Chevalier, chef de l'ophtalmologie, hôpital Saint-Raphaël. Je reviendrai demain à la même heure, continua la voix. Si vous décidez d'accepter, je vous attendrai dans ma voiture. Sinon, je respecterai votre décision et je ne vous dérangerai plus. Des pas s'éloignant, un moteur démarrant. Silence. Geneviève se laissa tomber sur une chaise. C'est lui, c'est monsieur de Salins. Comment le sais-tu? Parce que les hommes comme lui n'attaquent pas directement, mon enfant. Ils t'offrent des cadeaux, ils te font te sentir reconnaissant et ensuite, quand tu es redevable, ils réclament ce qu'ils veulent vraiment. Quelques minutes plus tard, Antoine arriva presque en courant. Il écouta tout en examinant la carte. C'est réel, confirma-t-il. Ce docteur est un des meilleurs et l'hôpital Saint-Raphaël, Geneviève. Une chirurgie là, bas, coûterait plus de 30 000 €. Je me fiche que ça coûte 1 million, dit-elle. Je ne dois rien à cet homme. Grand-mère, mais tes yeux. Mes yeux ont vécu de nombreuses années ainsi.
Ils peuvent attendre encore un peu. Elle prit les mains de Julien. Ce qui ne peut pas attendre, c'est ta sécurité. Et accepter cela serait mettre un prix sur ma santé. Un prix qu'il te réclamerait. Antoine hocha la tête avec approbation. Elle est plus intelligente que Monsieur de Salins ne l'a calculé. Que faisons-nous alors? Demanda Julien. Rien, nous ne répondons pas. Le silence est notre réponse. Antoine sortit son téléphone. Mais je vais passer quelques appels. Il est temps qu'ils sachent qu'ils ne sont pas seuls dans cette affaire. L'allié inattendu. Cet après-midi-là, alors que Julien essayait de se concentrer sur ses devoirs scolaires, le téléphone d'Antoine sonna. La conversation fut brève, mais intense. Quand il raccrocha, il y avait une lumière étrange dans ses yeux. « Nous devons aller au café du coin maintenant. » « Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un veut te rencontrer. Quelqu'un d'important. » 20 minutes plus tard, ils étaient assis à une table au fond du petit café. Julien serrait une tasse de chocolat chaud entre ses mains tremblantes. Geneviève avait insisté pour les accompagner. La porte s'ouvrit et un homme d'une 50aine d'années entra. Il était vêtu avec élégance, mais sans ostentation. Son visage était sérieux, mais il y avait de la bonté dans ses yeux. « Antoine ?» demanda-t-il en s'approchant. « Rémi !» Antoine se leva et ils s'étreignirent comme de vieux amis. « Merci d'être venu. » L'homme nommé Rémi s'assit et regarda Julien avec une intensité qui le fit se sentir nu. « Alors, tu es le petit-fils de Gabriel. »« Oui, monsieur, tu lui ressembles. Pas physiquement. Mais il y a quelque chose dans tes yeux. Cette détermination têtue. » Il sourit. « Mon nom est Rémi Lefebvre. Je suis directeur exécutif des entreprises Aurore, une des sociétés où ton grand-père était actionnaire. » Julien sentit son cœur faire un bond. « Vous travaillez avec Monsieur de Salins ? » « Je travaille dans une entreprise où Monsieur de Salins a des actions minoritaires. Oui, mais je ne travaille pas pour lui. Il y a une différence. » Il se pencha en avant. « Et je suis venu te dire quelque chose que tu as besoin de savoir. Il y a 25 ans, j'étais un ouvrier sur la chaîne de production. Je gagnais le minimum. J'avais un fils malade, et aucune assurance médicale ne couvrait son traitement. » Rémi fit une pause, ses yeux humides. « Ton grand-père travaillait sur la construction du nouvel entrepôt de l'usine. Un jour, il m'a vu pleurer pendant la pause déjeuner. Il m'a demandé ce qui se passait. Je lui ai raconté pour mon fils, sur la façon dont il allait mourir, parce que je n'avais pas d'argent pour le sauver. » Julien sentit un nœud dans la gorge. Qu'a-t-il fait? Quelque chose que je n'oublierai jamais. Il a sorti une enveloppe de sa poche. Il y avait de l'argent liquide. Beaucoup d'argent liquide. Il m'a dit, « Ceci est un prêt sans intérêt. Tu me rembourses quand tu peux, et si tu ne peux pas, ce n'est pas grave. La seule chose qui compte, c'est que ton fils vive. » Geneviève étouffa un sanglot. C'était exactement quelque chose que Gabriel ferait. Mon fils a été sauvé. Et quand j'ai voulu lui rendre l'argent, Gabriel a refusé. Il a dit, « Investis-le dans ton éducation. Deviens quelqu'un qui peut aider les autres comme je t'ai aidé. » Alors, j'ai étudié la nuit tout en travaillant le jour, et j'ai gravi les échelons jusqu'à devenir directeur. C'est pourquoi vous êtes ici, comprit Julien. Je suis ici parce que je dois ma vie à ton grand-père, et parce que je sais ce que Monsieur de Salins est en train de planifier. Le silence devint tendu. « Que planifie-t-il » demanda Antoine. Rémi regarda autour de lui, s'assurant que personne ne les écoutait. Monsieur de Salins a convoqué une assemblée générale extraordinaire des actionnaires pour la semaine prochaine. Il va proposer l'élimination de la clause de protection sociale des travailleurs que Gabriel a mise en place. Il peut faire ça? Julien sentit la panique. Il peut proposer ce qu'il veut, mais il a besoin du vote de la majorité des actionnaires. Tu as 40%, il a 35%. Le reste est divisé entre les actionnaires minoritaires. Donc, si les actionnaires minoritaires votent avec lui. Exactement. La clause disparaît, et avec elle, la protection de 2000 travailleurs. Geneviève prit la main de Julien. « Que pouvons-nous faire ?» Rémi sortit une mallette de son cartable. « Nous battre, mais pas avec de l'argent, avec quelque chose de plus puissant. La vérité. » Il ouvrit la mallette. À l'intérieur, il y avait des documents, des photographies, des articles de journal. Pendant des années, j'ai documenté tout ce que Monsieur de Salins a fait. Des entreprises qu'il a détruites, des travailleurs qu'il a licenciés injustement, des accords sales. Rien d'illégal. Il est trop intelligent pour ça, mais tout est moralement répréhensible. « Pourquoi as-tu gardé tout ça ?» demanda Antoine. « Parce que je savais qu'un jour quelqu'un aurait le courage de l'affronter. Et quand Gabriel est mort, et que j'ai su qu'il avait tout laissé à son petit-fils, j'ai attendu. J'ai attendu de voir quel genre de personne tu étais. Julien. Et maintenant,
Maintenant je sais que tu es digne de l'héritage de ton grand-père, et je suis prêt à t'aider. Lors de l'assemblée, les actionnaires voteront, expliqua Rémi. Si nous présentons la preuve que M. de Salins ne cherche qu'un bénéfice personnel au détriment des travailleurs, certains actionnaires minoritaires pourraient changer leur vote. Certains? Demanda Julien. Pas tous. Certains actionnaires ne voient que des chiffres. Rien d'autre ne les intéresse. Mais d'autres ont une conscience, surtout s'ils comprennent que Gabriel a créé cette clause pour une raison. Nous avons besoin que les travailleurs racontent leurs histoires, dit Antoine pensivement. Des témoignages sur la façon dont cette clause a changé leur vie. Exactement. Rémi sourit. Je peux aider à organiser ça, mais il y a un problème. Lequel? Monsieur de Salins ne jouera pas franc jeu. S'il découvre que nous organisons des témoignages, il tentera de les réduire au silence. Intimidation, offre d'argent, menaces voilées de licenciement. Alors, nous devons être rapides, dit Julien avec détermination et discret. Rémi tendit la main. Es-tu sûr de ça, mon garçon? Une fois que nous aurons commencé, il n'y aura pas de retour en arrière. Monsieur de Salins te verra comme une menace réelle. Julien regarda la main tendue, puis regarda sa grand-mère, ses yeux troubles mais pleins de fierté. Il regarda Antoine, son protecteur, son lien avec le grand-père qu'il n'avait jamais connu, mais qu'il aimait, et il serra la main de Rémi. Je suis sûr, cette nuit-là, Monsieur de Salins reçut un appel de son informateur à l'hôpital Saint-Raphaël. Le docteur rapporte que la famille a rejeté l'offre. Ils n'ont même pas répondu. Monsieur de Salins tambourina des doigts sur le bureau. Intéressant. Le gamin est plus astucieux que je ne le pensais. Que faisons-nous maintenant? Nous augmentons la pression. Demain, je veux que tu contactes l'école du gamin. Fais un don généreux et suggère qu'il serait approprié que certains élèves problématiques soient évalués pour absentéisme. Mais le gamin n'a pas manqué de cours. Pas encore. Mais quand il devra se préparer pour l'assemblée des actionnaires, il commencera à manquer, et alors nous aurons une raison de l'impliquer, avec les services sociaux. La voix de l'autre côté hésita. Monsieur, c'est... Quoi? Cruel. C'est du business. Et dans le business, soit tu domines, soit tu es dominé. Il raccrocha et regarda par la fenêtre de son bureau. La ville brillait en contrebas comme un échiquier fait de lumière. « Joue ta carte, petit Gabriel », murmura-t-il. « Laisse-moi voir ce que tu as appris d'autre de ton grand-père. » Pendant ce temps, dans la petite maison, Julien ne pouvait pas dormir. Il relisait la lettre de son grand-père encore et encore. Il y avait quelque chose dans les mots qui l'inquiétait. Ce n'était pas ce qu'elle disait, c'était ce qu'elle ne disait pas. La vraie valeur d'un homme n'est pas dans son compte bancaire, mais dans combien de vies il améliore par son existence. Combien de vies Gabriel avait-il amélioré? Rémi en était une, il y en avait sûrement d'autres. Il se leva et alla à la cuisine. Antoine était resté dormir sur le canapé, les protégeant. Il le trouva éveillé, regardant de vieilles photographies. « Tu ne peux pas dormir non plus ?» demanda le vieil homme. « Je pensais à grand-père. À combien de personnes il a aidé ?» Antoine sourit tristement. « Plus que nous ne le saurons jamais. » C'était sa manière d'être. Il aidait en silence. Rémi a dit qu'il y a plus de témoignages, plus de personnes que grand-père a aidé, beaucoup plus. Julien s'assit à côté de lui. « Monsieur Antoine, pourquoi grand-père ne m'a-t-il jamais vraiment connu? S'il avait tant d'argent, pourquoi n'est-il pas venu nous aider quand papa est mort ?» La question resta en suspens comme de la fumée. Antoine soupira profondément. « Parce que Gabriel est mort 6 mois avant ton père, Julien. Dans un accident, sur un chantier de construction, il supervisait un bâtiment quand une poutre s'est détachée. Le monde s'arrêta. Quoi? Il est mort en sauvant un autre travailleur. Il l'a poussé hors du chemin, et la poutre l'a écrasé. Les larmes jaillirent sans contrôle. Il est mort. Il est mort en héros. Il est mort en étant Gabriel. Il ne pouvait pas voir quelqu'un en danger sans aider. » Julien pleura. Il pleura pour le grand-père qu'il n'avait jamais connu, pour le père qu'il avait perdu trop jeune, pour toutes les pertes qui avaient marqué sa vie. Mais au milieu de la douleur, quelque chose s'alluma. Son grand-père était mort en protégeant quelqu'un, et maintenant, il avait l'opportunité de protéger 2000 familles. C'était sa façon de l'honorer. C'était sa façon de dire merci à un homme qu'il avait aimé sans le connaître. « Nous allons gagner ça, monsieur Antoine », dit-il en s'essuyant les larmes. « Pour grand-père, pour tous ceux qu'il a aidés, pour tous ceux qui ont encore besoin d'aide. » Antoine l'étreignit. « Nous avons déjà gagné, mon garçon. Parce que ton grand-père t'a créé exactement comme il s'y attendait. Et cela vaut plus que tout l'argent du monde. » Dehors, la nuit couvrait la ville. Mais dans cette petite maison, quelque chose de plus puissant que l'argent et de plus fort que la peur commençait à grandir.
C'était l'espoir et personne, pas même M. Rodrigue de Salins, ne pouvait l'acheter ni le détruire. La guerre ne faisait que commencer. Mais Julien n'était plus seul. La directrice Véronique Dubois n'avait jamais reçu un don aussi généreux. 50 000 € pour l'école primaire La République, de nouveaux équipements, des livres, des ordinateurs, tout ce dont ils avaient eu besoin pendant des années et que le gouvernement n'avait jamais fourni. Et tout cela courtoisie de la Fondation de Salins. Elle regarda le chèque sur son bureau comme si c'était un serpent endormi. Beau, tentant, dangereux, car avec le chèque était arrivée une suggestion amicale de l'assistant de M. de Salins. Il serait prudent de revoir les registres de présence de tous les élèves, surtout ceux qui pourraient faire face à des situations familiales compliquées. Le nom de Julien Manceau avait été mentionné spécifiquement. Véronique était directrice depuis 20 ans. Elle savait reconnaître un pot de vin quand elle le voyait, mais elle savait aussi que son école tombait en ruine, que ses élèves méritaient de meilleures opportunités. Que faire quand le bien du plus grand nombre exige de sacrifier un seul? Cette question la tourmentait pendant qu'elle attendait que Julien arrive à son bureau. Julien sentit le poids de tous les regards quand il fut appelé par le haut-parleur pendant le cours de mathématiques. « Julien Manceau, veuillez vous présenter à la direction. » Ses camarades murmurèrent. Être appelé à la direction n'était jamais bon signe. Il n'avait jamais eu de problème disciplinaire. Son dossier était impeccable. Mais alors qu'il marchait dans les couloirs vides, avec l'écho de ses pas résonnant contre les murs écaillés, il sut que cela n'était pas une question de notes. La directrice Dubois l'attendait avec une expression indéchiffrable. « Assieds-toi, Julien. » Il obéit, ses mains moites serrant la bretelle de son sac à dos. « J'ai fait quelque chose de mal, directrice ?»« Pas exactement. » Elle soupira. « Mais il a été porté à mon attention que tu as manqué des cours récemment. »« Quoi ?» Julien cligna des yeux confus. « Je n'ai pas manqué un seul jour ce semestre. » Selon ses rapports, elle montra des papiers sur son bureau. « Tu as manqué 3 fois ces 2 dernières semaines. »« C'est un mensonge !» Sa voix monta involontairement. « Pouvez-vous vérifier ?» demandai à mes professeurs. « Je viens tous les jours. » Véronique le regarda longuement. Il y avait quelque chose dans ses yeux. De l'excuse, de la culpabilité. « Julien, j'ai aussi reçu des rapports selon lesquels ta situation familiale pourrait t'affecter, que tu vis seul avec ta grand-mère, qu'elle est malade, que tu ne reçois peu, être pas la surveillance adéquate. » Le cœur de Julien se mit à battre violemment. « Ma grand-mère s'occupe parfaitement de moi. Je m'occupe d'elle. Nous allons bien. Vous allez bien ?» La directrice se pencha en avant. « Parce que la Fondation de Salins a proposé d'aider. Ils peuvent obtenir un traitement médical pour ta grand-mère, une assistance sociale pour toi. Tout sans frais. » Là était le piège parfaitement tendu. Nous n'avons besoin de la charité de personne. Julien se leva brusquement. Surtout pas de M. Rodrigue de Salins. Véronique cligna des yeux, surprise. « Tu connais M. de Salins ? Je sais qui il est, et je sais ce qu'il est en train de faire. Julien, assieds-toi. » Sa voix se durcit. « Je ne sais pas ce qui se passe. Mais ce sont de graves accusations contre un bienfaiteur respecté. »« Bienfaiteur ?» Julien rit sans humour. « Il vous a dit combien d'argent il a donné ? Il vous a dit ce qu'il attend en retour ?» Le silence de Véronique fut une réponse suffisante. « Il m'utilise moi pour faire pression sur ma famille, » continua Julien, les mots sortant en torrent. « Il veut que nous ayons l'air instable, problématique, pour que les services sociaux interviennent, pour que je ne puisse pas. » Il s'arrêta. Il en avait déjà trop dit. « Ne puisse pas, quoi ?» demanda Véronique. Julien secoua la tête. « Rien. Puis-je partir ?»« Non. » Véronique se leva. « Je vais appeler ta grand-mère, et nous allons clarifier cela maintenant. » 30 minutes plus tard, Geneviève entrait dans le bureau, s'appuyant sur le bras de M. Antoine. Ses yeux troubles cherchaient son petit-fils. « Julien, tu vas bien ?»« Je vais bien, grand-mère. » Véronique observait la vieille femme avec une expression calculatrice. « Madame Manceau, j'ai besoin de vous poser quelques questions sur la situation de Julien. »« Posez-les, » dit Geneviève avec dignité. « Je n'ai rien à cacher. Est-il vrai que vous avez des problèmes de santé qui rendent difficile votre capacité à prendre soin de votre petit-fils ? J'ai des cataractes. Ma vision n'est pas parfaite, mais je peux m'occuper parfaitement de mon petit-fils. Et économiquement ? Comment subsistez-vous ? Ce fut Antoine qui répondit. Ce n'est plus un problème. Véronique le regarda avec curiosité. Pardon ? Julien a hérité de son grand-père, expliqua Antoine, avec soin. Pas seulement de l'argent, un héritage complet, des actions dans des entreprises importantes. L'expression de Véronique changea complètement. Des actions dans quelles entreprises ? Dans plusieurs, y compris certaines où M. Rodrigue de Salins a des intérêts. La couleur quitta le visage de la directrice. « Oh mon Dieu !» murmura-t-elle. « C'est une manipulation.
compléta Antoine. Monsieur de Salins utilise l'école comme un instrument de pression parce que Julien a un pouvoir de vote sur des décisions qui affectent les affaires de Salins. Véronique se laissa tomber sur sa chaise. Je ne le savais pas. L'assistant a seulement dit que c'était une famille dans le besoin, que nous devrions surveiller le garçon pour son propre bien. Et vous l'avez cru parce qu'il venait avec un chèque de 50 000 €, dit Geneviève sans dureté. Seulement avec tristesse. Notre école est désespérée, se défendit Véronique faiblement. Les enfants ont besoin d'eux. Ce dont les enfants ont besoin, c'est d'honnêteté, interrompit Julien. Pas de bienfaiteur qui achète des volontés. Le silence qui suivit fut brisé par le son du téléphone de Véronique. Elle regarda l'écran et pâlit encore plus. C'est l'assistant de Monsieur de Salins. Il demande si j'ai déjà parlé avec vous. Qu'allez-vous lui dire? Demanda Antoine. Véronique regarda Julien. Elle le regarda vraiment. Elle vit un garçon qui vendait des bonbons pour aider sa grand-mère, qui ne manquait jamais les cours, qui étudiait plus que beaucoup d'autres, qui portait des responsabilités qu'aucun enfant ne devrait porter. Et elle prit une décision. Je vais lui dire que tout est en ordre, que Julien est un élève exemplaire, qu'il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Julien sentit qu'il pouvait respirer à nouveau. « Et l'argent » demanda Geneviève. « Je vais le rendre. Je ne peux pas accepter de pots de vin, même des pots de vin déguisés en charité. » Véronique se leva. « Je suis désolé, Julien. J'ai laissé le besoin obscurcir mon jugement. »« Je comprends, » dit-il. « Mais il y a une autre façon. » Tout le monde le regarda. Mon grand-père a laissé de l'argent pour aider les autres, pour améliorer des vies. Et si je faisais un don à l'école? Sans condition, juste parce que c'est ce qui est juste. Véronique ouvrit la bouche, la referma. Ses yeux se remplirent de larmes. Ce serait merveilleux. Mais il faut que ce soit anonyme, ajouta Antoine rapidement. Si Monsieur de Salins découvre que Julien utilise son argent pour le bien public, il intensifiera ses attaques. Bien sûr, hocha la tête Véronique. Je serai discrète. Cet après-midi-là, dans la maison, Rémi Lefebvre arriva avec des nouvelles urgentes. Monsieur de Salins a avancé la date de l'assemblée des actionnaires, annonça-t-il. Ce n'est plus la semaine prochaine, c'est après-demain. Quoi? Julien sentit la panique. Il peut faire ça? Techniquement, oui. Et il l'a fait parce qu'il a découvert que nous organisions des témoignages de travailleurs. Il veut voter avant que nous puissions les présenter. Alors nous avons perdu. Geneviève se laissa tomber sur une chaise. Pas nécessairement. Rémi sourit. Parce que je viens de recevoir un appel de quelqu'un qui veut t'aider. Qui? Élise, la directrice de la banque. Julien se souvint de la femme qui avait été témoin de son humiliation et de son triomphe. Pourquoi voudrait-elle aider? Parce que Monsieur de Salins a fait pression sur elle aussi, expliqua Rémi. Il lui a demandé des informations confidentielles sur tes comptes. Elle a refusé. Il a menacé de fermer tous ses comptes d'entreprise de la banque si elle ne coopérait pas. Et qu'a-t-elle fait? Elle l'a signalé à Monsieur Arthur, et maintenant, ils enquêtent sur Monsieur de Salins pour tentative d'accès illégal à des informations financières privées. Antoine siffla doucement. C'est grave, très grave, mais ce n'est pas suffisant pour arrêter l'assemblée. Nous avons besoin de quelque chose de plus. Rémi sortit son téléphone. C'est pourquoi j'ai contacté un vieil ami, journaliste d'investigation. Je lui ai filtré des informations sur les pratiques de Monsieur de Salins pendant des années. Il n'a jamais eu assez pour publier. Jusqu'à maintenant. Qu'est-ce qui a changé? Demanda Julien. Toi. Ton histoire a changé. Un humble garçon héritant de la fortune d'un grand-père travailleur, affrontant un puissant homme d'affaires pour protéger des travailleurs vulnérables. C'est l'histoire parfaite. Je ne veux pas être célèbre, dit Julien immédiatement. Je ne veux pas d'attention. Tu n'as pas besoin de l'être. L'histoire peut être racontée sans révéler complètement ton identité. Mais la menace de publication pourrait faire que Monsieur de Salins se retire ou elle pourrait l'énerver davantage, souligna Geneviève. Tout le monde garda le silence. C'est un risque, admit Rémi. Mais rester immobile l'est aussi. Cette nuit-là, Élise arriva à la maison avec une boîte de dossiers. Je ne devrais pas faire ça, dit-elle en entrant. Je pourrais perdre mon emploi, ma licence bancaire, tout. Alors, pourquoi le faites-vous? Demanda Julien. Élise le regarda avec des yeux fatigués. Parce qu'il y a 15 ans, j'étais caissière dans une petite agence. J'ai fait une erreur honnête, mais l'argent manquant est sorti de mon compte. 4 000 € que je n'avais pas. Julien commençait à voir le schéma. Mon grand-père. Ton grand-père était dans la file ce jour-là, il a tout entendu. Quand j'ai été licencié, il m'a attendu dehors. Il m'a donné l'argent. Il a dit que c'était un prêt, de le rembourser quand je pourrais, d'utiliser l'expérience pour grandir. Une autre vie touchée par Gabriel Manceau. Je n'ai jamais pu lui rendre l'argent.
Il est mort avant que je puisse. Élise s'essuya une larme. Mais il m'a donné quelque chose de plus précieux. Il m'a donné une seconde chance. J'ai étudié. Je suis devenue directrice. Et maintenant, je peux aider son petit-fils. Elle ouvrit la boîte. Voici tous les mouvements financiers de Monsieur de Salins dans notre banque pendant les 10 dernières années. Tout est légal, tout est enregistré. Mais ça raconte une histoire. Rémi prit les documents et commença à les examiner. Ses yeux s'écarquillèrent. C'est incroyable. Des transferts vers des comptes offshore. Des paiements à des sociétés écrans. Ce n'est pas illégal, mais c'est éthiquement répréhensible. Et il y a plus. Élise sortit un autre dossier. Il y a 6 mois, Monsieur de Salins a tenté d'acheter des actions des entreprises Aurore par le biais d'un intermédiaire pour cacher qu'il consolidait son pouvoir. Cela viole les règles de transparence des actionnaires, dit Antoine. Exactement. Si cela est révélé à l'Assemblée, les autres actionnaires verront qu'il n'est pas fiable. Julien sentait que sa tête tournait. Tous ces gens, toutes ces personnes qui aidaient parce que son grand-père les avait aidés en premier. Combien de personnes grand-père a-t-il aidé ? Demanda-t-il à voix haute. Tout le monde se regarda. Nous ne savons pas, admit Antoine. Il ne tenait jamais compte, il aidait simplement. Mais maintenant, elles reviennent toutes, dit Rémi avec un sourire, comme une armée silencieuse. Le téléphone d'Antoine sonna. Numéro inconnu. Allô ? La voix de l'autre côté était déformée, utilisant clairement un modificateur. J'ai des informations sur Monsieur Rodrigue de Salins que vous avez besoin d'entendre. Tout le monde se tendit. Qui êtes-vous ? Demanda Antoine. Quelqu'un qui a travaillé pour lui. Quelqu'un qui a trop vu. Quelqu'un qui ne peut plus garder le silence. Pourquoi appeler maintenant ? Parce que j'ai entendu parler d'un enfant qui se bat contre lui. Et si cet enfant a le courage d'affronter Rodrigue de Salins, alors je dois l'avoir aussi. Quelles informations avez-vous ? Pas par téléphone. Retrouvez-moi demain soir à 21h à l'ancien entrepôt du port. Venez seulement Antoine et l'enfant. Ça ressemble à un piège, dit Rémi. Ça pourrait l'être, mais ça pourrait aussi être la pièce finale dont vous avez besoin pour gagner. La voix fit une pause. Gabriel Manceau m'a aidé une fois. Maintenant j'aide son petit-fils. Venez ou ne venez pas. C'est votre décision. Et il raccrocha. Le silence était absolu. C'est évidemment un piège, dit Geneviève. Probablement, hocha la tête Antoine. Mais, et si ce n'était pas le cas ? C'est trop risqué, insista Élise. Julien regardait le téléphone, pensait à son grand-père, à toutes les personnes qui l'avaient aidé, à la façon dont elles revenaient toutes pour l'aider lui, et s'il y avait une personne de plus. Une personne avec des informations cruciales. Je vais y aller, dit finalement Julien. Non, Geneviève tenta de l'arrêter. Je dois le faire, grand-mère. Grand-père n'a jamais eu peur d'aider les autres. Je ne peux pas avoir peur maintenant. Alors j'irai avec toi, dit Rémi. Moi, ajouta Élise. Non. Antoine les arrêta. La voix a dit seulement nous deux. Si nous y allons plus nombreux, il pourrait apparaître, ou pire, il pourrait prendre peur, et nous perdrions l'opportunité. Alors j'irai armé, dit Rémi. Non. Julien le regarda. Sans armes, sans violence. Nous ne sommes pas comme Monsieur de Salins, nous faisons les choses correctement. Tout le monde le regarda avec un mélange de fierté et de terreur, parce qu'à ce moment-là, Julien parlait exactement comme Gabriel, et c'était ce qui les effrayait le plus, car Gabriel était mort en héros, et personne ne voulait que l'histoire se répète. L'horloge marquait Vink 40 lorsque Julien et Antoine montèrent dans la vieille voiture du vieil homme. Geneviève les congédia à la porte avec une étreinte qui dura trop longtemps. « Fais attention, mon enfant », murmura-t-elle, ses mains tremblant alors qu'elle touchait le visage de son petit-fils. « Ne sais-tu pas à quel point je suis reconnaissante qu'Antoine m'ait fait signer tous ces papiers il y a des semaines ? Sinon, tu ne pourrais rien faire de tout cela légalement. » C'était ça, la réponse si simple, qui attendait d'être dite. « C'était de la précaution, Geneviève, » dit Antoine doucement. « Gabriel m'a appris à toujours être préparé. Je reviendrai, grand-mère, je te le promets. » Mais alors que la voiture s'éloignait de la petite maison, Julien n'était pas sûr de pouvoir tenir cette promesse. Le chemin vers le vieux port était long. Les rues devenaient plus sombres, plus vides, plus menaçantes à chaque kilomètre. Les lampadaires vacillaient comme des bougies sur le point de s'éteindre. « Tu as peur ?» demanda Antoine, brisant le silence. Julien voulut mentir. Il voulut dire que non, qu'il allait bien, qu'il était fort comme son grand-père, mais il ne put pas. « Je suis terrifié », admit-il, sa voix se brisant. « Monsieur Antoine, et si c'est un piège ? Et si Monsieur de Salins nous attend ? Et si ?» Les mots restèrent coincés dans sa gorge, car derrière tous ces « et si », il y avait une peur plus profonde, plus sombre. Et s'il n'était pas suffisant ? Et si malgré tout,
Il ne pouvait pas protéger ses 2000 familles. Et s'il décevait son grand-père? Julien, regarde-moi. Antoine arrêta la voiture sur le côté de la route. Le garçon se tourna, ses yeux brillants de larmes contenues. Gabriel aussi a eu peur, plusieurs fois. Le jour où il a offert son premier argent à ses investisseurs qui se sont moqués de lui, il tremblait. Le jour où il a sauvé ce travailleur et est mort en le faisant, il a aussi eu peur. Mais sais-tu ce qu'il a fait avec cette peur? Quoi? Il l'a utilisée comme carburant. La peur lui rappelait que ce qu'il faisait importait, que les choses qui en valent la peine font toujours peur. Julien s'essuya les larmes avec le dos de la main. Et si j'échoue? Alors, tu échoueras en ayant essayé, ce qui est 1000 fois plus honorable que de n'avoir jamais essayé. La voiture redémarra, mais quelque chose avait changé dans la poitrine de Julien. Ce n'est pas que la peur ait disparu, elle ne le contrôlait simplement plus. Le vieux port était un cimetière de rêves industriels. Des entrepôts rouillés se dressaient comme des géants tombés. L'odeur de sel et d'abandon emplissait l'air. L'entrepôt numéro 7 était au bout du quai. Sa porte métallique pendait à des gonds cassés, créant des ombres qui semblaient bouger avec vie propre. Nous sommes en avance. Antoine regarda sa montre. Fisson, 10 minutes. Ils se garèrent à une certaine distance. De là, ils pouvaient voir l'entrée de l'entrepôt sans être vus facilement. Les minutes s'étirèrent comme des escargots. 20:50. À 21 heures précises, une silhouette émergea des ombres de l'entrepôt, pas de l'extérieur. Elle était déjà à l'intérieur, attendant. « C'est le moment », dit Antoine. Ils descendirent de la voiture. Chaque pas vers l'entrepôt résonnait contre le béton humide. Julien pouvait entendre son propre cœur battre si fort qu'il pensa que cela trahirait sa présence à des kilomètres. La silhouette à l'intérieur de l'entrepôt devint visible lorsqu'ils s'approchèrent. C'était un homme d'âge mûr. Son visage était partiellement caché par une casquette et le col relevé de sa veste. « Vous êtes venu », dit-il. Sa voix maintenant sans distorsion. Elle semblait fatiguée, brisée. « Nous voici », répondit Antoine. « Maintenant, montre-toi. » L'homme hésita, puis enleva lentement sa casquette. Antoine inspira brusquement. Luc Vargas. Luc Vargas avait été le comptable principal de M. de Salins pendant près d'une décennie. Julien le reconnut sur des photographies dans des magazines d'affaires, toujours à côté de M. de Salins lors d'événements d'entreprise, souriant, efficace, loyal. Mais l'homme en face d'eux ne ressemblait pas à ces photographies. Il avait de profondes cernes, ses mains tremblaient, il avait perdu du poids. « Je ne mérite pas que vous soyez venu, » dit Luc, sa voix se brisant. « Je ne mérite rien, sauf la punition. »« Pourquoi es-tu ici ?» demanda Julien. « Pourquoi maintenant ?» Luc se laissa tomber contre une caisse en bois pourri. « Parce que je ne peux plus vivre avec ça. Parce que pendant des années, j'ai aidé Rodrigue de Salins à détruire des vies, à voler, à tricher. Tout légal, tout dans les limites de la loi. Mais moralement, c'était monstrueux. Qu'as-tu fait exactement ?» Antoine s'approcha, prudent. « Tout. » Luc rit sans humour. « J'ai déplacé de l'argent vers des comptes offshore pour éviter les impôts. J'ai créé des sociétés écrans pour cacher la véritable propriété des actions. J'ai manipulé les registres comptables pour justifier des licenciements massifs. » Il sortit une clé USB de sa poche. Tout est là. 10 ans de fraude fiscale, d'évasion, de manipulation. Rien de tout cela ne l'enverra en prison. Il est trop intelligent pour ça. Mais cela détruira sa réputation et sans réputation, les autres actionnaires ne voteront jamais avec lui. Julien regardait le petit appareil comme si c'était une bombe. « Pourquoi nous donnes-tu ça? Qu'est-ce que tu y gagnes ?»« Rien. » Luc le regarda avec des yeux humides. « J'ai déjà démissionné. Rodrigue m'a menacé. Il a dit que si je parlais, il détruirait ma famille, et il le fera probablement. Mais au moins, je pourrais me regarder dans le miroir à nouveau. As-tu connu mon grand-père » demanda Julien soudainement. Luc secoua la tête. Jamais personnellement, mais Rodrigue parlait de lui. Avec haine, avec envie. Il disait que Gabriel Manceau était un hypocrite qui jouait les saints tout en jouant le même jeu que tout le monde. Mais j'ai enquêté. J'ai lu chaque transaction que Gabriel a faite. Et sais-tu ce que j'ai découvert? Que chaque euro qu'il a gagné, il l'a gagné proprement. Chaque investissement était transparent. Chaque accord était honnête. Il était l'opposé de Rodrigue en tout point. Luc s'essuya les larmes. Et quand j'ai su que son petit-fils se battait contre Rodrigue, j'ai su que je devais faire quelque chose de bien pour la première fois depuis des années. Y a-t-il autre chose que vous avez besoin de savoir? Luc se leva, son expression maintenant urgente. Rodrigue a un plan pour demain, pour l'Assemblée. Nous savons, dit Antoine. Il va proposer d'éliminer la clause de protection sociale des travailleurs. Pas seulement ça.
Luc secoua la tête. Il va présenter une évaluation financière fausse. Il dira que les entreprises sont en crise à cause de la clause, que si elle n'est pas éliminée, il y aura des licenciements massifs de toute façon. Il fera croire que l'éliminer est le moindre mal. Julien sentit le sol bouger sous ses pieds, et les actionnaires le croiront. Les chiffres seront convaincants. Je les ai préparés avant de démissionner. Luc baissa les yeux, honteux. J'ai manipulé les projections, j'ai exagéré les pertes, j'ai minimisé les bénéfices, tout pour justifier l'élimination de la clause. Mais c'est de la fraude comptable. Oui, mais c'est ma parole contre celle d'un empire d'avocats. Luc tendit la clé USB. C'est pourquoi vous avez besoin de ça. Les fichiers originaux sont ici. Les vrais chiffres démontrent que les entreprises sont rentables, que la clause ne cause aucune crise. Antoine prit l'appareil de main tremblante. Es-tu sûr de ça, Luc? Une fois que nous utiliserons cela, il n'y aura plus de retour en arrière pour toi. Il n'y a plus de retour en arrière de toute façon. Il sourit tristement. Ma famille est déjà partie. Ma femme m'a quitté quand j'ai démissionné. Elle a dit que j'étais un lâche. Et elle a raison. J'ai été lâche pendant 10 ans. Au moins maintenant, je peux être courageux une fois. Ce fut alors que ça arriva. Julien l'avait contenu toute la nuit, toute la semaine, depuis le moment où il était entré dans cette banque et où sa vie avait changé à jamais. Il se brisa, non pas avec des sanglots silencieux, non pas avec des larmes dignes. Il se brisa complètement, tomba à genoux sur le sol sale de l'entrepôt et pleura comme l'enfant qu'il était. L'enfant qui vendait des bonbons dans les rues, l'enfant qui comptait des pièces pour acheter du pain, l'enfant qui n'avait jamais demandé ça. « Je ne peux pas », sanglota-t-il. « Je ne peux pas faire ça. Je ne suis qu'un enfant. Pourquoi grand-père m'a-t-il laissé ça? Pourquoi moi ?» Antoine s'agenouilla à côté de lui, le serrant dans ses bras pendant qu'il pleurait. « Parce que tu étais le seul qui pouvait le faire, mon garçon. Le seul avec assez de cœur. »« J'ai 11 ans », cria Julien entre ses larmes. « Je suis censé jouer, étudier, être un enfant, pas me battre contre des millionnaires, pas porter l'avenir de 2000 familles. » Toute la pression, toute la peur, toute la responsabilité qu'il avait portée explosa comme un barrage brisé. Luc observait en silence, ses propres larmes coulant. « Je suis désolé, dit-il finalement. Je suis désolé qu'un enfant doive nettoyer le désordre que des adultes comme moi ont créé. » Julien pleura jusqu'à ce qu'il ne reste plus de larmes, jusqu'à ce qu'il ne reste que le vide tremblant d'avoir expulsé toute la douleur contenue. Quand il put enfin parler, sa voix était à peine un murmure. « Crois-tu vraiment que je peux gagner ?» Antoine le regarda dans les yeux. « Je crois que ton grand-père t'a choisi parce qu'il a vu quelque chose en toi que tu ne vois même pas encore. Il a vu le genre d'homme que tu seras, et cet homme-là ne renonce pas. Mais maintenant, je ne suis qu'un enfant effrayé. Les plus grands héros ont toujours commencé en étant des enfants effrayés, dit Luc. La différence, c'est qu'ils ont continué malgré la peur. » Julien se leva lentement. Ses jambes tremblaient. Son visage était maculé de larmes et de saleté. Mais il y avait quelque chose de différent dans ses yeux. Il n'était plus l'enfant qui était entré dans la banque à la recherche d'un solde. Il était le petit-fils de Gabriel Manceau, et cela signifiait quelque chose. De retour dans la voiture, Antoine connecta la clé USB à son ordinateur portable. Les fichiers s'ouvrirent les uns après les autres. Des années de preuves, des documents, des courriels, des transactions. C'était une bombe nucléaire. « Avec ça, non seulement nous sauvons la clause, dit Antoine, nous détruisons toute crédibilité que M. de Salins a. Sera-ce suffisant ?» demanda Julien, sa voix encore enrouée par les pleurs. « Ce sera plus que suffisant. » Le téléphone d'Antoine sonna. C'était Rémi. « Vous avez des nouvelles ?» demanda-t-il, anxieux. « Des nouvelles ? Non, nous avons un arsenal. » Antoine sourit. « Rassemble tout le monde demain. Élise, Monsieur Arthur, les travailleurs que tu as pu contacter, et prépare les médias. Cela va être historique. » Quand il raccrocha, il regarda Julien. « Pour ton grand-père, il serait fier. » Julien pensa à Gabriel, à l'homme qu'il n'avait jamais connu, mais qu'il avait aimé inconditionnellement. L'homme qui était mort en sauvant un autre. L'homme qui avait construit un empire en silence juste pour protéger les faibles. « J'espère l'être, » dit-il finalement. « Mais même si je ne le suis pas, je vais essayer avec tout ce que j'ai. » Cette nuit-là, aucun des deux ne dormit. Ils révisèrent chaque document, préparèrent chaque argument, organisèrent chaque preuve. À l'aube, Geneviève prépara du café et du pain sucré. Ses mains tremblaient en servant. « Mon enfant est devenu un homme en 1 semaine, dit-elle, les larmes aux yeux troubles. Ton grand-père serait. » Elle ne put terminer. Elle étreignit simplement Julien et pleura. Rémi arriva avant l'aube avec Élise et Monsieur Arthur. « Les médias seront là, informa Rémi. 3 chaînes d'information, 2 journaux importants, ce sera public. »
Bien, dit Julien. Que tout le monde voit qui est vraiment Rodrigue de Salins. Élise posa des documents de la banque sur la table. J'ai aussi ça. Des transferts qu'il a fait cette semaine. Il a tenté de déplacer des fonds pour paraître plus solvable avant l'Assemblée. C'est de la manipulation de marché. Il désespère. Observa M. Arthur. Un homme désespéré est dangereux. Je sais. Julien regarda par la fenêtre. Le soleil commençait à se lever. Mais un enfant qui n'a rien à perdre est encore plus dangereux. Antoine sourit. C'était ça, le feu de Gabriel brûlant dans son petit-fils. À 7 heures du matin, le téléphone de Julien sonna. Numéro inconnu. Il répondit à haute voix. Oui. La voix de M. de Salins était froide comme la glace. Dernière chance, mon garçon. Retire-toi de l'Assemblée. Vends les actions. Je double l'offre. 30 millions. Aujourd'hui. Maintenant. Tout le monde dans la pièce regardait Julien. L'enfant qui, des jours auparavant, voulait seulement voir son solde pour aider sa grand-mère. L'enfant qui avait pleuré de terreur dans un entrepôt abandonné. L'enfant qui portait le poids de 2000 familles sur ses épaules. Il prit une profonde inspiration. « Monsieur de Salins, il y a quelque chose que vous avez besoin de comprendre à propos de mon grand-père. Il n'a pas renoncé quand on s'est moqué de lui. Il n'a pas fui quand les choses sont devenues difficiles. Et je suis son petit-fils. C'est un non. C'est un non. Aujourd'hui, demain et toujours. » Julien serra le poing. « On se voit à l'Assemblée et que le meilleur gagne. »« Oh, mon garçon. » Monsieur de Salins rit. « J'ai déjà gagné, seulement tu ne le sais pas encore. » Et il raccrocha. Le silence dans la pièce était tendu. « Qu'est-ce qu'il a voulu dire par là ?» demanda Élise. « Ce n'est pas grave, dit Julien, bien que son cœur battait de peur renouvelée. Parce que nous avons aussi des surprises. » Antoine posa une main sur son épaule. « C'est l'heure. » Julien se leva, lissa ses vêtements, regarda chaque personne dans cette pièce, des personnes que Gabriel avait touchées, des personnes qui le protégeaient maintenant. « Nous allons gagner ça, dit-il. Pour grand-père, pour toutes les personnes qu'il a aidées, pour toutes celles qui ont encore besoin d'aide. » Et alors qu'il sortait de la petite maison vers l'Assemblée qui déciderait de tout, Julien sentit quelque chose. Ce n'était pas l'absence de peur, c'était quelque chose de plus puissant, c'était un but. Et avec ça, il pouvait déplacer des montagnes ou au moins vaincre un millionnaire arrogant. La guerre finale était sur le point de commencer et Julien était prêt. La salle de l'Assemblée des entreprises Aurore ressemblait à un colisée romain. Des rangées de chaises faisaient face à une longue table où s'assiéraient les principaux actionnaires. Des caméras d'information étaient déjà positionnées. Des journalistes chuchotaient. L'air vibrait d'anticipation. Monsieur Rodrigue de Salins était déjà assis à sa place, entouré de 5 avocats. Son costume était impeccable, son sourire confiant. Quand Julien entra avec Antoine, Rémi et Élise, ce sourire s'élargit. « Ah, notre petit actionnaire est arrivé », dit-il à voix haute pour que tout le monde entende. « Je pensais que tu y réfléchirais à 2 fois. » Julien marcha directement vers son siège assigné. Il ne répondit pas. Son silence fut plus puissant que n'importe quel mot. Les actionnaires minoritaires arrivèrent, 18 personnes qui représentaient les 25% restants. Des visages nerveux, des yeux calculateurs. Ils savaient qu'aujourd'hui, leur vote déciderait du destin de milliers. Monsieur Arthur, en tant que représentant neutre de la banque, agirait comme modérateur. Nous donnons le coup d'envoi à l'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires. Il annonça le sujet à voter. Élimination de la clause de protection sociale des travailleurs, mise en place par monsieur Gabriel Manceau. Un murmure parcourut la salle. Monsieur de Salins se leva avec une élégance étudiée. « Mesdames et messieurs, nous connaissons tous la crise économique actuelle. Les entreprises doivent s'adapter ou mourir, commença-t-il. Sa voix était douce mais ferme. La clause que Gabriel Manceau a mise en place était noble en son temps, mais elle est insoutenable aujourd'hui. Il fit un signe. Un de ses assistants projeta des graphiques à l'écran. Comme vous pouvez le voir, nos bénéfices ont chuté de 10 à 8% au dernier trimestre. Les coûts de main-d'œuvre représentent 70% de nos dépenses. Si nous n'agissons pas maintenant, nous devrons fermer 2 usines, licencier 500 personnes. Les actionnaires minoritaires murmurèrent, inquiets. C'est pourquoi je propose d'éliminer la clause, non par avidité, mais par survie. C'est sauver 800 emplois au prix de la réduction des avantages de 100. Une mathématique cruelle, mais nécessaire. Il s'assit. Certains actionnaires acquiesçaient. Les chiffres semblaient irréfutables. Monsieur Arthur regarda Julien. « Souhaitez-vous répondre ?» Julien se leva. Ses jambes tremblaient, tous les regards sur lui, les caméras enregistrant, le poids du monde sur les épaules d'un enfant. « Ces chiffres sont un mensonge, dit-il simplement. » Monsieur de Salins rit.
Pardon? Mensonge, répéta Julien plus fort. Manipulé, fabriqué, fraude comptable. C'est une accusation grave. Un des avocats se leva. Ça l'est. Julien sortit la clé USB que Luc leur avait donnée. C'est pourquoi j'ai des preuves. Rémi connecta l'appareil au projecteur. Les fichiers commencèrent à apparaître. Voici les vrais chiffres des entreprises Aurore, expliqua-t-il. Pas une chute de 10 à 8%, mais une croissance de 12%. Pas de crise, mais un bénéfice record. Monsieur de Salins pâlit. D'où as-tu sorti ça? De votre comptable. Julien le regarda droit dans les yeux. Luc Vargas, l'homme qui a manipulé des chiffres pour vous pendant 10 ans. L'homme qui ne pouvait plus vivre avec le mensonge. Luc a été licencié pour incompétence, intervint Monsieur de Salins rapidement. Il est rancunier, vengeur. Alors, ces courriels sont-ils également faux? Élise se leva, montrant des communications. Voici où vous lui ordonnez spécifiquement d'exagérer les pertes, de minimiser les bénéfices, tout avec date et signature numérique. Le silence était absolu. Et ces mouvements vers des comptes offshore, continua Monsieur Arthur, qui avait examiné les fichiers. Évasion fiscale, dissimulation d'actifs, manipulation de marché. Monsieur de Salins se leva brusquement. C'est une conspiration. Un gamin jaloux et ses marionnettes tentent de marionnettes. La voix coupa l'air comme un couteau. Tout le monde se tourna. Geneviève Manceau entrait dans la salle appuyée sur le bras de Jean-Pierre, le garde de sécurité de la banque. « Je suis Geneviève Manceau », dit-elle d'une voix tremblante mais ferme. Veuve du fils de Gabriel Manceau, grand-mère de Julien. Monsieur de Salins la regarda avec dédain. « Madame, c'est une assemblée d'entreprise, pas un drame familial. Vous avez raison. » Geneviève fit un pas en avant. « Ce n'est pas un drame familial, c'est la justice. » Elle sortit des papiers de son sac. « Il y a des semaines, on m'a offert une chirurgie gratuite pour mes yeux. Courtoisie de la Fondation de Salins. J'ai refusé l'offre, parce que je savais que c'était un pot de vin. C'était une charité sincère, protesta Monsieur de Salins. Comme votre don à l'école de mon petit-fils. Geneviève sourit tristement. Celui qui venait avec la condition de le signaler aux services sociaux. J'ai les enregistrements. La directrice les a fournis volontairement. Julien regardait sa grand-mère avec étonnement. Il ne savait pas qu'elle avait obtenu cela. Vous ne vous battez pas avec des chiffres, Monsieur de Salins, continua Geneviève. Vous vous battez avec la peur, avec le chantage, avec la manipulation. Mon beau-père, Gabriel Manceau, s'est battu avec l'honnêteté, avec le travail, avec l'amour, et à la fin, l'amour gagne toujours. Elle se tourna vers les actionnaires minoritaires. Chacun de vous est ici parce que Gabriel vous a aidé. À un moment donné, il a investi quand personne d'autre ne le ferait. Il a cru en des projets que d'autres rejetaient. Il vous a donné des opportunités. Plusieurs actionnaires baissèrent les yeux, c'était vrai. Et maintenant, son petit-fils vous demande d'honorer cette mémoire, de protéger les travailleurs comme Gabriel l'aurait voulu, non pas par sentimentalisme, mais par principe. Geneviève retourna à son siège, mais non sans embrasser le front de Julien. Le garçon avait des larmes aux yeux. Sa grand-mère, sa fragile grand-mère, avait été un lion. Monsieur de Salins respirait bruyamment, tout s'écroulait, mais il avait une dernière carte. « Très émouvant, dit-il d'une voix venimeuse. Mais il y a quelque chose qu'aucun de vous ne sait. » Il fit un signe. Un autre de ses avocats projeta des documents. Gabriel Manceau a des dettes en cours, des prêts personnels qu'il a faits à des travailleurs et qui n'ont jamais été remboursés. Ils totalisent 4 millions d'euros. En tant qu'héritier, Julien doit les payer. Antoine se tendit et par coïncidence, continua Monsieur de Salins avec un sourire triomphant. J'ai acheté toutes ces dettes, je les ai consolidées et maintenant je les rends exigibles. Julien me doit 4 millions aujourd'hui. Ou je devrais saisir ses actions pour couvrir la dette. L'air quitta la pièce. C'est légal, murmura un des actionnaires. Complètement. Monsieur de Salins croisa les bras. Alors, petit Julien, tu décides. Tu me vends les actions volontairement pour 30 millions ou je te les prends, par saisie, pour couvrir 4 millions de dettes? Tu choisis. Le silence était sépulcral. Julien regardait les documents. Ils étaient réels. Son grand-père avait prêté de l'argent à des personnes dans le besoin. Il n'avait jamais espéré être remboursé, et maintenant, cela se transformait en arme contre son petit-fils. « Tu as 5 minutes pour décider, » dit Monsieur de Salins, regardant sa montre avec satisfaction. Julien ferma les yeux, pensa à son grand-père, à toutes les personnes qui l'avaient aidé, à la façon dont cet amour revenait maintenant comme une armée. Et alors, il comprit. Il ouvrit les yeux et sourit. « Vous n'avez rien à saisir, Monsieur de Salins. »« Pardon ? Ces dettes sont déjà payées. » Monsieur de Salins cligna des yeux, confus.
Rémi se leva. Il y a 3 jours, quand nous avons appris ce plan, nous avons contacté chaque personne qui devait de l'argent à Gabriel. Nous leur avons offert une option. S'ils pouvaient payer même une partie, ils le feraient. S'ils ne pouvaient pas, nous couvririons la dette en leur nom. Savez-vous ce qui s'est passé? Élise continua. Chaque personne, chacune, a insisté pour payer. Certains ont vendu des choses. D'autres ont demandé des prêts à des proches. Des travailleurs ont collecté de l'argent entre eux. Monsieur Arthur projeta de nouveaux documents. En 72 heures, 3 900 000 € ont été collectés. Les 100 000 € restants ont été couverts par un don anonyme. « De qui ?» demanda Monsieur de Salins, sa voix se brisant. « De moi !» dit une voix depuis l'entrée. Tout le monde se tourna. Luc Vargas était à la porte. « J'ai vendu ma maison, ma voiture, tout, et j'ai payé les 100 000 € qui manquaient. C'est le moins que je pouvais faire après des années à aider à détruire ce que Gabriel a construit. » Monsieur de Salins chancela. « C'est la justice », compléta Julien. « Oui, ça l'est. » Monsieur Arthur se leva. « Il n'y a plus d'arguments. Il est temps de voter. Élimination de la clause de protection sociale des travailleurs. Ceux qui sont pour, levez la main. » Monsieur de Salins leva la main. Il regarda les actionnaires minoritaires. Personne d'autre ne leva la main. Pas une seule personne. Ceux qui sont contre? Julien leva la main et un par un. Tous les autres actionnaires firent de même. 18 mains. Plus Rémi, plus Élise, plus Geneviève depuis son siège. La motion est rejetée à l'unanimité, annonça Monsieur Arthur. La clause de protection sociale des travailleurs demeure. Les applaudissements éclatèrent. Pas seulement des présents. Les portes s'ouvrirent et des dizaines de travailleurs qui attendaient dehors entrèrent en applaudissant, en pleurant, en s'étreignant. Monsieur de Salins regardait la scène avec un visage décomposé. Il avait complètement perdu. « Il y a une chose de plus », dit Monsieur Arthur. « En raison des preuves de fraude présentées aujourd'hui, la banque gèle tous les comptes d'entreprise de Monsieur Rodrigue de Salins jusqu'à ce qu'il y ait une enquête complète. Et le fisc a déjà été notifié, ajouta Élise, concernant l'évasion fiscale. Et les médias ont toute l'histoire. » Rémi montra les journalistes. « Pour demain, tout le pays saura quel genre d'homme il est vraiment. » Monsieur de Salins regarda Julien, non plus avec arrogance, avec quelque chose de pire, avec peur. « Tu as ruiné ma vie, gamin. » Julien s'approcha. Il ne tremblait plus, il n'avait plus peur. « Non, vous avez ruiné votre propre vie quand vous avez décidé que l'argent valait plus que les gens. Mon grand-père m'a appris quelque chose de différent. Il m'a appris que le vrai succès se mesure en combien de vies vous améliorez, pas en combien d'argent vous accumulez. » « Belle parole, cracha Monsieur de Salins. Voyons combien de temps elles durent dans le monde réel. »« Elles ont déjà duré 70 ans chez mon grand-père, répondit Julien. Et elles dureront 70 ans de plus chez moi. » Monsieur de Salins sortit de la salle, suivi de ses avocats. Vaincu, humilié, seul. Mais Julien ne ressentit pas de joie pour cela. Il ressentit seulement de la tristesse de voir ce que la cupidité fait aux âmes. Le petit parc avait été entièrement rénové. De nouveaux bancs, des jeux pour enfants, des arbres plantés et au centre, une plaque de bronze. Parc Gabriel Manchau, en l'honneur d'un homme qui a construit des empires, mais n'a jamais oublié son humanité. Son héritage vit dans chaque vie qu'il a touchée. Julien lisait la plaque pour la 100e fois. À côté de lui, Geneviève regardait avec des yeux neufs, des yeux qui n'étaient plus troubles. La chirurgie avait été un succès. « Je peux le voir, mon enfant, » dit-elle, des larmes dans ses yeux clairs. « Je peux voir les couleurs, les fleurs, ton visage. » Ils s'étreignirent. Rémi s'approcha avec des documents. Les entreprises ont rapporté le trimestre le plus rentable en 5 ans. Les travailleurs sont heureux. La productivité est en hausse. Et tout cela grâce au maintien de la clause. « Pas grâce à moi, dit Julien. Grâce à grand-père. »« Grâce à vous deux, corrigea Élise, qui s'était également jointe. Gabriel a planté l'arbre. Tu l'as protégé. » Luc Vargas arriva avec des vêtements simples, mais un visage tranquille. « J'ai trouvé du travail, annonça-t-il. Rien de glamour, comptable dans une petite entreprise familiale. Mais c'est honnête, et je peux dormir la nuit. Je suis content. » Julien lui serra la main. Véronique Dubois, la directrice, arriva avec un groupe d'élèves. Les enfants voulaient rencontrer le bienfaiteur anonyme qui avait fait un don de 100 000 € à l'école. « Il n'y a pas de bienfaiteur anonyme ici, » dit Julien en clignant de l'œil. « Juste un joli parc dont tout le monde peut profiter. » Les enfants coururent vers les jeux. Leur rire emplissait l'air. Jean-Pierre, le garde, observait de loin avec un sourire fier. Antoine s'assit sur un banc à côté de Geneviève. « Nous avons réussi, vieil ami, » murmura-t-il en regardant le ciel. « Ton petit-fils est tout ce que tu espérais et plus encore.
Cette nuit-là, dans la petite maison que Julien avait refusé de quitter, malgré la possibilité d'acheter des manoirs, il ouvrit une dernière enveloppe qu'Antoine lui avait donnée. « Gabriel m'a donné ça pour te le remettre quand tout serait fini », expliqua le vieil homme. « Il a dit que tu saurais quand serait le moment. » Julien ouvrit l'enveloppe de main tremblante. À l'intérieur, il y avait une lettre, mais aussi une vieille photographie. Gabriel jeune portant un bébé. Au verso, une date et une note. « Julien, un jour, ma raison de construire de meilleurs lendemains. » La lettre disait « Mon cher petit-fils, si tu lis ceci, cela signifie que tu as survécu à la tempête, que tu as affronté les loups et que tu n'as pas laissé qu'ils te dévorent. Je suis fier de toi d'une manière que les mots ne peuvent exprimer, mais je veux que tu saches quelque chose d'important. Je ne t'ai pas laissé cet argent pour te rendre riche. Tu étais déjà riche. Riche en caractère, en bonté, en amour. Je te l'ai laissé comme un outil pour construire le monde dont nous rêvons, mais que ma génération n'a pas pu compléter. Chaque euro que tu gagneras, utilise-le pour élever quelqu'un d'autre. Chaque victoire que tu remporteras, partage-la avec ceux qui t'ont aidé. Chaque fois que tu te sentiras seul ou effrayé, souviens-toi, tu n'es pas seul, je suis avec toi. Ton père est avec toi. Tous ceux que tu as aimés et qui t'ont aimé sont avec toi. Le vrai héritage ne se mesure pas en argent. Il se mesure en sourires, en larmes de joie, en enfants qui peuvent jouer dans des parcs sûrs, en familles qui peuvent dormir sans craindre de perdre leur gagne-pain. Tu es mon héritage, Julien, et tu es déjà parfait. Avec tout mon amour. Ton grand-père, Gabriel. PS, dis à ta grand-mère que je l'ai toujours admirée, qu'elle a élevé le meilleur fils et qu'elle a maintenant élevé le meilleur petit-fils, que la prochaine génération est entre de bonnes mains. Julien pleura, mais c'était des larmes différentes. C'était des larmes de paix, de conclusion, d'amour qui transcendaient la mort. Geneviève l'étreignit. Antoine posa sa main sur son épaule. Et quelque part, au-delà du temps et de l'espace, Gabriel Manceau souriait. 10 ans plus tard, un enfant de 8 ans vendait des bonbons à un coin de rue. Ses vêtements étaient usés, mais propres. Ses yeux brillaient de détermination. Un jeune homme de 21 ans s'arrêta devant lui. « Combien coûte-t-il »« 1 euro chacun, monsieur. » Le jeune homme acheta toute la boîte. « Qu'est-ce que tu penses faire avec cet argent ?»« Aider ma mère. Elle est malade. » Le jeune homme sourit. Il sortit une carte de son portefeuille. « Tiens, appelle ce numéro demain. J'ai un programme de bourse pour les enfants travailleurs. Nous t'aiderons avec l'école et avec ta mère. » L'enfant prit la carte avec des yeux incrédules. « Pourquoi vous m'aidez ? Parce que quelqu'un m'a aidé une fois et m'a appris que l'amour se multiplie quand on le partage. » Le jeune homme s'éloigna. Dans son portefeuille, une vieille photographie d'un homme qu'il n'avait jamais connu, mais qu'il avait aimé inconditionnellement. Julien Manceau marchait dans les rues où il avait autrefois vendu des bonbons. Mais maintenant, il ne vendait pas de bonbons. Il plantait l'espoir, et la récolte serait éternelle. Les entreprises que Gabriel avait construites fleurirent sous la direction de Julien. La Fondation Manceau octroyait 1000 bourses annuelles à des enfants travailleurs. Geneviève, avec ses yeux clairs et brillants, visitait personnellement chaque cas, s'assurant qu'aucun enfant ne passe par ce que Julien avait traversé. Antoine Dupont, âgé de 90 ans mais avec un esprit inébranlable, donnait des conférences dans les écoles, racontant l'histoire de Gabriel. Le vrai succès, disait-il toujours, ne se mesure pas en compte bancaire, il se mesure en vie transformée. Monsieur Rodrigue de Salins fut poursuivi pour évasion fiscale et fraude. Il perdit son empire, il perdit sa réputation, il perdit tout. Dans un revirement qui en surprit beaucoup, Julien lui offrit un emploi humble dans un des entrepôts de l'entreprise. « Mon grand-père croyait aux deuxièmes chances », lui dit-il. Rodrigue refusa l'offre. L'orgueil fut sa dernière défaite. Et ainsi, l'héritage de Gabriel Manceau continua. Non dans des bâtiments portant son nom, non dans des statues de marbre, mais dans chaque enfant qui put étudier, dans chaque famille qui put manger, dans chaque travailleur qui put vivre avec dignité.